Choisis une carte et regarde-la, ordonnai-je à Suzy Meller. Mais ne me la montre pas. Je venais d'étaler le jeu devant elle, face cachée. Lorsqu'elle s'exécuta en gloussant de plaisir, j'en fus très fier. J'adorais faire des tours de magie, surtout devant un public. Je rêvais de devenir un grand magicien comme mon idole Rak Kapak. Je m'appelle Timothée Saulnier, Tim pour les intimes. Comme c'est trop banal, j'emprunte généralement des noms de scène incroyables, tels que Vizir, mais celui-là ressemble trop à une marque de produits ménagers. Maintenant, dis-je à Suzy, assez fort pour être entendu de tout le monde, mets-la sur les autres. Elle obéit avec joie. Après avoir battu le jeu, je frappai le paquet à 3 reprises. « Attention, je sors ta carte, annonçai-je en prenant celle du dessus. « C'est la bonne ?» « Le 3 de pique, s'écria Suzy, les yeux écarquillés. « Oui, c'est ça. »« Comment tu as fait ?» s'émerveilla Julien Brouwer, ébahi. « Les magiciens ne dévoilent jamais leurs secrets, répondis-je en rougissant de satisfaction. Et je sais comment il a fait, hurla Marion. Les cheveux se dressèrent sur ma tête. Elle venait de faire irruption dans la salle de classe où nous étions réunis. Le plus grand plaisir de Marion, ma peste de sœur, consiste à saboter mes tours. Je lui servis mon plus beau sourire hypocrite. « Mesdames et messieurs, je vous présente mon assistante. »« Je ne suis pas ton assistante, rétorqua-t-elle, méprisante. J'ai des occupations plus nobles que les tiennes. Je fais du karaté, moi. » Sa réflexion déclencha l'hilarité. Je me forçai à rire aussi, pour ne pas être ridicule. Avec ses cheveux blonds et bouclés, son petit nez parfait et ses grands yeux bleus, Marion passe pour un ange. Peut-être parce qu'elle a 10 ans et moi 12. Ma mère a beau prétendre que mon âge est délicieux, on ne m'accorde pas autant d'attention qu'à elle. Mes cheveux châtain clair frisent comme la laine d'un mouton. Mes yeux noisettes encadrent mon nez long, que ma sœur adore pincer. Décidé à poursuivre ma démonstration, je glissai les cartes dans ma poche. « Maintenant, vous allez voir, commençai-je en prenant mon foulard magique. Marion en profita pour se faufiler jusqu'à moi. Rapide comme l'éclair, elle me déroba le jeu de cartes. « Regardez, cria-t-elle en l'exhibant, il n'y a que des 3 de pique dans ce paquet. »« Donne-moi ça, hurlai-je, furieux. Les spectateurs éclatèrent de rire. Cette chipie de Marion avait dévoilé mon astuce. « Tim, tu n'es qu'un tricheur, s'écria Suzy, vexée. « Non, ne partez pas, j'ai autre chose à vous montrer, suppliai-je pour attirer de nouveau leur attention. Je sortis de mon sac 2 grands anneaux argentés enchevêtrés l'un dans l'autre. Intrigué, le public retrouva peu à peu son calme. « Comme vous pouvez le constater, il est impossible de défaire ces anneaux, déclarai-je en tirant dessus. Sauf si je prononce la formule magique. Abracadabri, abracadabra. Je passai alors une main devant les anneaux qui se séparèrent sans difficulté. Des applaudissements chaleureux saluèrent ma prestation. « Vous n'allez pas le croire, dit Marion d'un ton moqueur. Ces anneaux sont truqués. »« Je vais maintenant faire disparaître mon assistante, interrompis-je ma sœur en l'écartant. »« Arrête de me pousser, cria-t-elle. Elle m'asséna un coup de poing sur l'épaule qui m'arracha un cri. Il y eut quelques ricanements dans le public. Ah, Marion et son karaté. Depuis que ma mère l'a inscrite à des cours d'arts martiaux, ma vie est un enfer. Mon corps couvert de bleu est là pour le prouver. Si tu continues, la menaçai-je, je dirai à maman d'où vient le creux sur le frigo. Cette peste avait frappé la porte du réfrigérateur parce qu'il ne restait plus de gâteau au chocolat. Surprise par ma colère, elle recula. Ne t'en fais pas, Marion ne te tapera plus, affirma Julien, parce que le spectacle est terminé. À peine s'était-il levé que les autres lui emboîtèrent le pas. « Non, je n'ai pas fini, m'écriai-je. « Revenez. »« À demain, fit Suzy en quittant la pièce à son tour. « Merci d'avoir tout gâché, Marion, explosai-je en me tournant vers ma sœur. « Bing, répondit-elle en me pinçant le nez. « Tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Je vais tout raconter à maman. »« Vas-y, répliqua-t-elle en frappant l'air de ses 2 bras et en accompagnant ses gestes de son bizarre. « Si tu oses, je te transforme en chair à pâté. Je t'attends à la maison. » Sur ces mots, elle sortit de la salle tranquillement. Quelle poisse! J'étais en permanence à sa merci. Que pouvais-je faire? Elle se battait mieux que moi. Voilà pourquoi je souhaitais devenir magicien. Pour la faire disparaître une fois pour toutes et avoir la paix.
Après avoir ramassé mes affaires, je me dirigeai vers l'escalier du collège. Arrivé dehors, je soupirai en boutonnant ma veste en jean. Il était près de 16 heures et il faisait froid. Le vent se levait. Quand ferait-il enfin chaud? On était déjà fin mars. Le printemps se faisait attendre. J'étais plongé dans mes pensées lorsqu'une voix me fit sursauter. « Salut !» dit mon ami Fred. Son véritable prénom est Frédéric. Il est trapu, porte des chemises qu'il boutonne de travers et ses cheveux bruns sont coupés en brosse. « Tu es encore là ?» demandai-je. « Oui, Madame Pratt m'a retenu après les cours, me confia-t-il en grimaçant. Le pauvre Fred était collé presque chaque jour. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» s'étonna-t-il. « Je t'essaie de nouveaux tours, répondis-je, tandis que nous descendions les marches. Mais Marion a dévoilé mes secrets. C'était un vrai désastre. La solution, c'est que tu t'améliores. Tu as raison, j'ai envie de passer à autre chose, à des tours de professionnels. Comme celui du lapin qui sort d'un chapeau, demanda-t-il. Oui, ou à la grande malle noire de Rack Capac, ajoutai-je. Je l'ai vu à la télévision la semaine dernière. Dès que son assistante est entrée dedans, il l'a fait tourner la malle 3 fois et lorsqu'il a soulevé le couvercle, l'assistante avait disparu. Il paraît qu'il donne ce spectacle au théâtre Saint-Augustin, m'indiqua Fred. Entendre le nom du théâtre de notre ville où se produisent les magiciens me rendit triste. Je sais, dis-je avec regret. J'aimerais bien y aller, mais c'est très cher. Nous empruntâmes la rue Welfare. Ce n'était pas le chemin pour rentrer chez nous, mais Fred savait où je voulais passer. À la boutique de magie. J'avais pris l'habitude de m'y arrêter au moins une fois par semaine pour admirer les nouveautés de Monsieur Mallet, le propriétaire. Monsieur Mallet a reçu une tonne d'accessoires, appris-je à mon ami. C'est Rack Capac lui-même qui les a inventés. Ils doivent coûter une fortune, déclara Fred. Je sortis alors de ma poche tout ce que je possédais. 5 $. Avec ça, tu pourras à peine te payer une fleur qui crache de l'eau, plaisanta Fred. Ça ne fait rien. On peut toujours jeter un coup d'œil, proposai-je en rangeant mon argent. Il paraît que M. Mallet a aussi reçu une table géniale. Lorsqu'on y pose un objet, il s'élève et se met à flotter. Et tu connais le secret? Non, il refuse de me le révéler, à moins que je l'achète. Combien coûte la table? 500 $, répondis-je tranquillement. Je pense que tu devras te contenter de jeux de cartes, conclut Fred, impressionné par le prix. Lorsque nous poussâmes la porte de la boutique, une clochette tinta. L'odeur habituelle de renfermé nous assaillit. Nous découvrîmes un fouillis constitué d'accessoires, de livres, de costumes jonchant le sol. Dans le fond, on pouvait apercevoir des tourterelles et des lapins. Monsieur Mallet vendait de tout. « Bonjour », le saluai-je poliment. Il se tenait derrière sa caisse enregistreuse. C'était un petit homme chauve avec un ventre proéminent. J'attendis qu'il me lance son éternel « Quoi de nouveau, Toto ?» « Bonjour », répétai-je en élevant la voix. En guise de réponse, j'eus droit à un grognement sourd. « Monsieur Mallet ?» demanda timidement Fred, tandis que nous approchions du comptoir. « Ah !» grogna le vieil homme en se penchant en avant. Ce que je vis me glaça le sang. Une épée était plantée dans son ventre. « Monsieur Mallet, ça va ?» hasardai-je. Tout à coup, je compris l'horrible vérité. « Quelqu'un l'a assassiné !» hurlai-je. « Au secours !» gémit-il, le visage déformé par la douleur. « S'il vous plaît, à l'aide !» Fred et moi étions pétrifiés, trop effrayés pour esquisser un mouvement. Mon ami tremblait comme une feuille. Monsieur Mallet laissa échapper une nouvelle plainte. Puis, son expression changea peu à peu. Il empoigna l'arme et la retira très lentement de son corps. « Ah ah, je vous ai bien eu !» s'exclama-t-il. « Elle est truquée. Je viens d'en recevoir un lot. » Il riait à gorge déployée en frottant son ventre intact. « Quoi de nouveau, Toto ?» ricana-t-il. « C'est malin, » lui reprochai-je en examinant une des épées. La lame rentrait dans le manche quand on appuyait dessus. Elle ressortait dès qu'on relâchait la pression. C'était vraiment génial. « Tu imagines les tours que tu pourrais jouer à Marion avec ça ?» s'exclama Fred. « Tu la voudrais, Tim ?» me demanda M. Mallet. « Elle ne coûte que 20 $. » « Non, on regarde seulement, » répondis-je en la reposant. « Parfait, mais j'aimerais que tu achètes quelque chose de temps en temps. »
Ignorant cette réflexion habituelle, j'arpentais l'arrière-boutique remplie de porte-manteaux sur lesquels pendaient des panoplies de magiciens. Je choisis un smoking bleu et l'enfilai. Une de ses manches était doublée pour servir de cachette. Tout en m'admirant dans un miroir, je fis semblant de m'annoncer. Voici l'étonnant, le fantastique, l'extraordinaire grand Tim. Ce nom est vraiment ridicule, commenta Fred, en secouant la tête. Tu as peut-être raison, répondis-je. Que penses-tu de Tim le magnifique? Ça passe, mais c'est banal. Il te faudrait plutôt un nom puissant comme Tim l'invincible. On dirait celui d'un boxeur. En tout cas, c'est moins lourd que Grand Tim. Et les garçons, nous appela M. Mallet en se dirigeant vers nous. Ça vous dirait d'assister au spectacle de Rack Capac? Ce serait génial, m'écriai-je, enthousiaste. Je pris les billets qu'il nous tendait. Il y était écrit « Une soirée de magie avec le grand Rack Capac le 23 mars à 22 heures, théâtre Saint-Augustin. Valable pour une entrée. » Merci, monsieur Mallet. Je n'y crois pas. Rack Capac en personne. Demain soir. Demain soir, répéta Fred en examinant son invitation. Je ne peux pas y aller, Tim. Mon oncle et ma tante sont invités chez nous. C'est l'anniversaire de ma mère. Et alors, c'est une chance unique. Ta mère, elle, fêtera son anniversaire tous les ans. Fred mit son billet dans ma main. Je la connais, elle ne comprendrait jamais. Et puis, il y a classe le lendemain. J'avais complètement oublié ce détail. C'est vrai, 22 heures, ça faisait tard pour un soir de la semaine. Il faut absolument que maman me permette d'y aller, me dis-je. Quelle mère empêcherait son fils d'aller voir son héros? Une mère sans cœur. Même si elle est parfois sévère, la mienne est loin d'être un monstre. Je retirai la veste bleue et la suspendis à un porte-manteau. Une longue malle en bois venait d'attirer mon attention. Peinte en rouge avec des étoiles jaunes, elle avait la taille d'un cercueil. Je soulevai le couvercle. « À quoi ça sert, monsieur Mallet ?» demandai-je. « À scier les gens en deux, » répondit-il comme si c'était tout naturel. J'eus beau examiner l'intérieur, je ne découvris aucun panneau secret. « Comment ça fonctionne ?» insistai-je. « Tu veux l'acheter ?» répliqua M. Mallet avec un sourire malicieux. « Combien elle coûte ?»« 2,50. »« 2,50 $ m'exclamai-je. « Je peux me l'offrir alors ?»« C'est ça, 2,50 $ marmonna-t-il. « Tu rêves ?»« Il veut dire 250 $, m'expliqua Fred. « J'avais compris, bredouillai-je, essayant de ne pas passer pour un idiot. Je blaguais. Qu'est-ce que tu fabriques avec cette machine, toi? C'est une guillotine. On met la tête là, et une lame aussi tranchante qu'un rasoir tombe de là-haut. Je ne vais pas tarder à fermer, nous informa M. Mallet. Je veux juste savoir comment ça marche, déclara Fred, en actionnant un levier. Fred, non, hurlai-je. Trop tard. La lame glissa et s'abattit avec un bruit sourd. Ma main, cria Fred. Ma main. J'appelle une ambulance, s'écria M. Mallet en se précipitant sur le téléphone. C'était horrible. La guillotine avait tranché la main de Fred. Aïe, hurla-t-il, les yeux exorbités. Je ne pourrai plus jamais écrire. C'en était trop. J'éclatai de rire. Ce n'est pas drôle, gronda M. Mallet. Tu ne vois pas que c'est grave? Non, s'exclama Fred en agitant ses deux mains. Vous n'auriez pas un chiffon pour que j'essuie ce faux sang? Faux sang? Bredouilla M. Mallet. On s'est bien vengé du coup de l'épée, s'exclama mon ami. M. Mallet essuya la sueur qui coulait sur son front. Quel idiot je suis! Je savais pourtant que cette guillotine était truquée. Comment me suis-je laissé prendre? On ne peut pas penser à tout, fit remarquer Fred. En tout cas, c'était plus drôle que votre épée. Bon, ça suffit, ordonna le marchand en souriant à demi. Il est l'heure de rentrer chez vous. Sortez d'ici maintenant. Merci pour les tickets, monsieur Mallet, dis-je. À la semaine prochaine. C'est ça. À la semaine prochaine. Quand j'aurai reçu de nouveaux accessoires que vous n'achèterez pas. La clochette tinta lorsque nous franchîmes la porte de la boutique. Tu es certain de ne pas pouvoir venir au spectacle demain soir? Demandai-je à mon ami, tandis que nous marchions d'un pas rapide dans la rue Welfare. Oui, et je te signale que ta mère ne te laissera pas y aller non plus. Je trouverai un moyen, affirmai-je en m'arrêtant devant ma maison. Viens chez moi demain après les cours. Je donnerai une autre démonstration de magie. Et cette fois, Marion ne la gâchera pas.
D'accord. Et apporte le lapin de ta sœur, ajoutai-je. Je ne pense pas que Claire appréciera beaucoup, bredouilla-t-il, soudain anxieux. S'il te plaît, sois sympa. Tu n'imagines pas le tour que je prépare. Je vais essayer, mais si quelque chose arrive à son lapin, Claire m'étripera. Il ne lui arriva rien, je te le jure. Sur cette promesse, je saluai mon ami et rentrai chez moi. Le grand Tim est arrivé, annonçai-je en pénétrant dans la cuisine. Tu veux dire plutôt le grand timbré, se moqua Marion. Je n'avais pas fait 2 pas qu'elle se précipita pour me pincer le nez. Ça suffit, laisse-moi tranquille, grognai-je. Va te laver les mains, m'ordonna maman, qui préparait le dîner. Attends, fis-je en montrant une pièce de 25 cents. Regarde. D'un geste souple du poignet, je la fis glisser dans ma manche. Et voilà, triomphai-je, mes 2 mains sont vides. Très bien, dit-elle, fatiguée. Je vois surtout 2 mains qui ont besoin d'être lavées. Personne ne me comprend ici, m'exclamai-je. Vous verrez, un jour je deviendrai le plus grand magicien du monde. Je filai à la salle de bain. Mes parents ne prenaient pas ma passion au sérieux. Ils la considéraient comme un vulgaire passe-temps. Bien entendu, pour le karaté de Marion, c'était tout le contraire. De retour dans la cuisine, je pris place à table. J'ai eu une journée terrible, commença maman, en découpant le poulet. Elle était conseillère pédagogique dans un établissement scolaire. Michel Lambert s'est battu avec un garçon de sa classe, continua-t-elle. Son professeur me l'a envoyé. Il est vraiment difficile. J'ai dû convoquer sa mère qui l'a réprimandé. Mon père, vendeur de voitures, enchaîna à son tour. Un client m'a pris toute la matinée. Il était intéressé par le nouveau break. Il l'a essayé 3 fois. Et pour finir, il est reparti sans l'acheter. Je n'ai pu m'empêcher de soupirer. Tous les soirs, ils se plaignaient de leur travail. Moi aussi j'ai eu une journée difficile, renchérit Marion, le plus sérieusement du monde. Quentin m'a énervé et je lui ai donné un coup de karaté sur la jambe. Pauvre petite, fis-je, ironique. Tu n'es pas blessée au moins, s'inquiéta maman en plissant le front. Non, mais j'aurais pu. Et moi, intervins-je, elle m'a frappé à l'épaule. J'ai encore mal. Tu n'as pas l'air trop blessé, constata papa, en souriant. J'abandonnai. Face à Marion, je n'avais aucune chance. Il prenait systématiquement son parti. Je vais débarrasser le couvert, proposai-je, lorsque le repas fut terminé. Ce n'était pas innocent. Je me disais que ma mère serait peut-être de meilleure humeur. Il fallait absolument que j'obtienne la permission d'aller au théâtre Saint-Augustin. Et pour ça, j'étais prêt à tout. Une fois debout, je ramassai les assiettes sales. Vous savez quoi, dis-je d'un air détaché. Rac-Capac donne une représentation au théâtre Saint-Augustin demain soir. Monsieur Mallet m'a offert 2 billets. Je retins mon souffle, l'estomac noué. Qu'allait-il répondre? Super, s'exclama Marion, on ira ensemble. Ah non, rétorquai-je en déposant brutalement la vaisselle dans l'évier. N'importe qui sauf toi. Fais un peu attention, Tim, me mit en garde maman. Marion se glissa derrière moi et tenta de me prendre dans ses bras. S'il te plaît, Tim, je suis ta petite sœur. Ni l'un ni l'autre n'ira, décréta calmement papa. Il y a école le lendemain. Mais c'est gratuit, m'écriai-je. Rac-Capac est mon idole, je n'aurai plus l'occasion de le voir. À quelle heure commence ce spectacle? Demanda maman. À 22 heures, répondis-je. 22 heures? Il est hors de question que tu sortes aussi tard le soir. Maman, je t'en supplie, j'ai 12 ans. Tu as compris ce que vient de dire ta mère? Intervint papa. Tu auras d'autres occasions de voir Rac-Capac, Tim, ne t'inquiète pas. Je sortis précipitamment de la cuisine. J'en ai assez, pensai-je. Une chose pareille ne se représentera jamais. Je rentrai dans le garage où trônait la table de magie que j'étais en train de fabriquer. Elle était presque terminée. Carrée, elle m'arrivait à la taille. Le dessus comportait une ouverture qui donnait sur un compartiment secret où j'avais l'intention de cacher le lapin. Il suffirait que j'appuie sur une pédale pour que le compartiment monte jusqu'au niveau du plateau. Et l'animal sortirait par l'ouverture sur laquelle j'aurais préalablement posé un chapeau. Facile. Ce tour allait en étonner plus d'un le lendemain après-midi. Il serait aussi sensationnel que ceux de Rac-Capac. Je retournai la table pour fixer le fond du compartiment. J'étais tellement absorbé par mes clous et mon marteau que je n'entendis pas la porte s'ouvrir. 2 baskets bleues apparurent dans mon champ de vision.
Je n'eus pas besoin de regarder plus haut. J'aurais pu reconnaître les chaussures de ma sœur entre mille. Va-t'en, lui dis-je, même si je savais qu'elle n'en ferait rien. Tu prépares le coup du lapin me demanda-t-elle. Tu verras bien. Allez, va-t'en. Et le lapin, tu penses le trouver comment? Si tu continues, c'est toi que je vais transformer en lapin, répondis-je, exaspéré. Ah ah, très drôle. Tu sais à quoi pourrait servir ta table? À faire mes exercices de karaté. Je parie que je pourrais la briser en deux d'une seule main. Essaie un peu et je... Et tu, me provoqua-t-elle, le corps tendu en position d'attaque. Que pouvais-je ajouter? Malheureusement, pas grand-chose. Tu l'auras cherché. Demain, tu seras un lapin, affirmai-je. Ah oui, et comment tu vas faire? Mystère. Monsieur Mallet m'a tout appris. Cette nuit, je mettrai mon plan à exécution pendant que tu dormiras. Que tu es bête. Peut-être que je ne le suis pas tant que ça, répliquai-je en reposant mon marteau et en remettant la table à l'endroit. On verra. J'espère que tu aimes les carottes. Tu es complètement fou, fit-elle en sortant précipitamment du garage. Eh bien, pensai-je en ouvrant un pot de peinture bleue, j'ai au moins réussi à m'en débarrasser. Ce serait vraiment génial si je réussissais cette transformation. Mais c'était impossible, n'est-ce pas? Le lapin, criait Marion. C'était le lendemain. Ma sœur et 7 copains étaient assis par terre dans la cour. Jusque-là, ma sœur avait été calme. Mais voilà que, au milieu de mon spectacle, elle me créait des difficultés. Elle savait pertinemment que je n'avais pas ce lapin. J'attendais toujours l'arrivée de Fred. Où était-il? Cet imbécile était en train de tout gâcher. Le lapin, se mit à scander aussi le public. Ça vient, leur dis-je, pour les faire patienter. D'abord, je vais faire sortir une pièce de monnaie de l'oreille de Marion. Non, s'écrièrent-ils tous en chœur. On veut un combat de karaté, lança Suzy. Marion contre Tim. Les choses se gâtaient. Je m'apprêtais à répondre quand j'aperçus Fred qui arrivait en me faisant de grands signes. Entr'acte, annonçai-je. Nous reprenons dans 2 minutes. Je me précipitai vers mon ami qui portait un grand carton. Pourquoi es-tu aussi en retard? Chuchotai-je. Je suis désolé, s'excusa-t-il. J'ai presque dû l'arracher des mains de ma sœur. J'ouvris la caisse. Le gros lapin blanc de Claire leva le nez et renifla mon odeur. Je le pris et le plaçai sous mon blouson. Attention, m'avertit Fred. S'il lui arrive malheur, elle me réduira en bouillie. Ne t'inquiète pas, il est entre de bonnes mains, le rassurai-je. J'allai vite vers ma table magique. Tournant le dos au spectateur, je glissai l'animal dans le compartiment secret et plaçai mon chapeau de magicien sur l'ouverture. Mesdames et messieurs, annonçai-je, merci d'avoir été patients. Voici le moment que vous attendiez. Le combat de karaté, lança Marion. Mieux que ça. Moi, le grand Tim, je vais faire sortir un lapin de mon chapeau. Le grand Tim, fit Marion, moqueuse. Bon, silence maintenant, ordonnai-je. Il faut que je me concentre. À ma grande surprise, tout le monde se tut, même ma sœur. Comme vous pouvez le constater, ce banal chapeau est vide, déclarai-je en le tournant dans tous les sens. Suzy, veux-tu vérifier qu'il n'y a rien dedans, s'il te plaît? Il n'y a rien de particulier, conclut-elle après l'avoir inspecté. Je le replaçai sur le trou que j'avais pris soin de cacher avec ma cape. Merci. Et maintenant, regardez attentivement. Tout en prononçant ma formule magique, j'appuyais sur la pédale. Le regard fier, je soulevais mon chapeau d'un geste majestueux. Il n'y avait rien. Il était vide. Et dans le compartiment secret, il n'y avait pas d'animal non plus. Mon cœur se mit à battre. Où était l'animal? Le lapin, m'écriai-je. Il a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Demandai-je, horrifié. Il est là, là, cria soudain ma sœur en désignant l'autre côté de la cour. Je me retournai et aperçus le lapin de Claire qui s'éloignait en sautillant. Comment cela a-t-il pu arriver? Pensai-je en jetant un coup d'œil dans le compartiment secret. J'ai du mal à le refermer. Comment ai-je pu être aussi bête? Tim, tu m'avais promis, hurla Fred. Vas-y, attrape-le. Je courus derrière l'animal, suivi des autres. Le lapin était déjà arrivé dans le jardin des voisins. Il s'arrêta devant un buisson. Je bondis sur lui, mais il m'échappa et sautilla plus loin.
Attention, il se dirige vers le ruisseau, nous avertit Marion. Un petit cours d'eau coule derrière les maisons de notre rue. L'animal sauta dans un fourré et disparut. Au comble de l'excitation, Marion nous entraîna à sa poursuite. « Arrêtez, ordonnai-je, vous allez l'effrayer !» Mais personne ne m'écouta. Il fallait que je m'en occupe moi-même si je voulais que tout se termine bien. « Ne le laisse pas sauter dans l'eau, m'avertit Fred, il va se noyer. »« Il se noiera pas, répliquai-je, ce ruisseau n'a que 2 centimètres de profondeur. »« Attrape-le, insista mon ami, complètement paniqué. Sa sœur l'avait sûrement menacé des pires représailles s'il arrivait malheur à son lapin. Ce dernier sauta par-dessus le fossé étroit et se retrouva dans la cour des Deneaux. Je bousculai mes amis, leur intimant l'ordre de ne pas bouger. Dès que je me retrouvai face à l'animal, il s'arrêta, les oreilles frémissantes. Je me mis à 4 pattes pour m'approcher de lui. Je compris alors pourquoi il s'était figé. Il faisait face à Boubou, le chat des Deneaux, prêt à se précipiter sur lui. Il était coincé entre lui et nous. J'avançai un peu plus. « Attention au chat !» hurla Fred. Un miaulement aigu retentit, faisant sursauter le lapin qui m'échappa. La course reprit. « Tu as tout fait rater !» reprochai-je à Fred. « C'est toi qui l'as laissé s'enfuir !» rétorqua-t-il. « Hé, regardez Marion !» cria Suzy. Ma sœur nous avait devancés. Elle s'élança vers l'animal qui sautillait sur place et poussa un de ses fameux cris de karaté. « Ya, ya !» Elle se plaça devant la bête apeurée qui tenta vainement de changer de direction. Trop tard. Marion l'avait attrapée et la brandissait comme un trophée. « Je l'ai !» hurla-t-elle. « Bravo !» applaudirent les autres en la rejoignant. « Ne la lâche surtout pas !» recommanda Fred en s'emparant du lapin. « C'était un très bon tour, Tim !» se moqua Julien en me donnant une grande claque dans le dos. « Tu as presque réussi à le faire disparaître. » Sa plaisanterie déclencha bien entendu un éclat de rire général. « Tu devrais changer de nom d'artiste. Choisis plutôt Tim le gaffeur, ajouta-t-il. Quelle malchance. Ma représentation venait encore de tourner au désastre. Quand je pense que tu as failli perdre le lapin de ma sœur, grommela Fred. Je suis désolé, m'excusai-je. Je ferai plus attention la prochaine fois. Il n'y aura pas de prochaine fois. Tu n'as qu'à t'en acheter un. Sans plus attendre, il se précipita sur son carton pour y remettre la bête tremblante. Vous venez chez moi, proposa Julien. J'ai un super tour à vous montrer. C'est celui du chien qui disparaît. Je détache sa laisse et il s'enfuit. Tout le monde s'esclaffa. On y va, me demanda Marion, ironique. Non, je rentre goûter. Tu devrais faire des tours à l'intérieur de la maison, suggéra malicieusement ma sœur. Comme ça tes accessoires ne t'échapperaient plus. Très drôle, grondai-je. Tu riras moins lorsque tu seras transformé en lapin. D'ailleurs, je ne pense pas que les lapins rient. Oh, fit-elle en roulant les yeux, que j'ai peur. Tu ferais bien d'y croire un peu, lui chuchotai-je dans le creux de l'oreille. C'est aujourd'hui le grand soir. Quand tu seras endormi, je te jetterai mon sort. Et si jamais tu essaies de te sauver, le chat des Deneaux ne fera qu'une bouchée de toi. Ma sœur tendit la main, me pinça le nez et courut retrouver nos amis chez Julien. Je dois vraiment m'améliorer, pensai-je en poussant la porte d'entrée. Il n'y a que comme ça que je pourrai exécuter des tours fantastiques. La boutique de M. Mallet me vint immédiatement à l'esprit. Si seulement je possédais quelques-uns de ces articles, me dis-je, je réussirais un spectacle extraordinaire. Il fallait absolument que je me les procure. Mais comment? Ce soir-là, tout le monde se coucha très tôt. Papa et maman étaient exténués après leur journée de travail. Au lit, avait annoncé maman, je n'en peux plus. Je restais étendu dans le noir, sans parvenir à m'endormir. Rac-Capac, mon héros préféré, allait se produire près de chez moi. Je ne pouvais manquer ça. C'était impossible. Comment allais-je devenir un grand magicien sans m'inspirer de ce génie? Une pensée espiègle se glissa alors dans mon esprit. Après tout, il n'y avait pas de raison que je manque ce spectacle, puisque j'avais les billets. Je pouvais très bien me rendre au théâtre Saint-Augustin à bicyclette. Je ne serais absent de la maison que 2 ou 3 heures tout au plus. Papa et maman ne s'apercevraient de rien. Je regardai l'heure. Il était déjà 21 heures. La séance devait commencer dans 1 heure. J'avais le temps. Je ne tenais plus en place. Oui, il fallait que j'y aille.
Je quittai mon lit en évitant de faire grincer le sommier. Je sortis doucement un jean et une chemise du tiroir de la commode. Mes chaussures à la main, j'ouvris délicatement la porte. Lorsque j'entendis distinctement le ronflement de papa, je ne pus m'empêcher de sourire. Mes parents dormaient à poing fermé. Pieds nus sur la moquette, je m'approchai de l'escalier à pas de loup. « Qu'est-ce que je suis en train de faire ?» me demandai-je, soudain nerveux. Il n'y avait aucun doute. Je faisais le mur. J'allais affronter la nuit, tout seul, jusqu'au théâtre Saint-Augustin. J'étais prêt à tout pour assister au spectacle de Rakapak. Il en valait la peine. D'ailleurs, que pouvait-il m'arriver de terrible? Que papa et maman découvrent mon absence? Et après, ils me priveraient de sortie, mais j'aurais vu mon idole. Et pendant que je serais enfermé à la maison, je pourrais m'exercer à de nouveaux tours de magie. Mais toutes ces suppositions ne servaient à rien, puisque je savais que je ne me ferais pas prendre. Je m'arrêtai un instant en haut de l'escalier. Je sentis mon estomac se nouer. Il faut dire que les marches sont particulièrement bruyantes. Une fois, j'étais descendu sur la pointe des pieds, regarder ce que le Père Noël m'avait apporté. J'avais à peine eu le temps de poser mon pied sur la première marche que, crac, maman m'avait surpris avant que j'aie pu atteindre la deuxième. Cette fois, me dis-je, personne ne m'entendra. Je pris appui sur la rampe et commençai à descendre. Soudain, j'entendis un bruit suspect, à peine perceptible. Mon cœur se mit à battre dans ma poitrine. Non, ce n'était rien. J'attaquai la deuxième marche. Parfait, jusque-là mon plan se déroulait à merveille. La troisième marche grinça très légèrement. Je restai figé sur place. Rien ne bougea dans la maison. Tout le monde dormait profondément. Si Rakapak savait tout le mal que je me donne pour le rencontrer, pensai-je. Je dois sûrement être son fan le plus fidèle. Parvenu au rez-de-chaussée, je poussai un soupir de soulagement. Je suis sauvé maintenant, me dis-je, mais il vaut mieux que je mette mes chaussures dehors. J'attrape ma bicyclette, mais je ne l'enfourcherai qu'une fois dans la rue. Je traversai l'entrée et atteignis enfin la poignée de la porte, que je tournai lentement. J'y étais presque, lorsqu'une voix aiguë me demanda « Tim, où crois-tu aller comme ça ?» Je me retournai d'un seul coup. Marion. Elle était vêtue d'un jean et d'un chandail, prête à sortir. « Qu'est-ce que tu fais debout à cette heure-là » chuchotai-je. « J'attendais que tu viennes me transformer en lapin dans ma chambre, » répondit-elle. « Ou que tu fasses semblant, je ne sais pas. »« Je n'ai pas l'intention de faire ça ce soir. Retourne te coucher. »« Et toi, que fais-tu debout ? Où vas-tu ?»« Dans le garage, » prétextai-je. « Je vais répéter un de mes numéros. »« Menteur. Tu vas au théâtre Saint-Augustin, je le sais très bien. »« C'est vrai, tu as raison, avouai-je, en la saisissant par les épaules. Mais ne dis rien à papa et maman, promets-le-moi. Sinon, gare à toi. »« Je veux venir moi aussi, » insista-t-elle. « S'il te plaît. »« Il n'en est pas question, retourne au lit et ne dis rien. Tu m'emmènes ou je monte réveiller les parents et tu pourras dire adieu à Rakapak. »« Tu ne ferais pas ça ?»« Oh que si, répondit-elle. Malheureusement, je savais qu'elle en était tout à fait capable. C'est bon, cédai-je, mais tu suivras mes instructions à la lettre. Si je veux, me nargua-t-elle. J'étais donc obligé d'emmener avec moi la plus détestable des sœurs. D'un autre côté, la situation présentait un avantage. Embarquée dans la même galère, Marion ne pourrait pas vendre la mèche. Alors, on y va, chuchotai-je. Après avoir sorti nos bicyclettes du garage, nous pédalâmes doucement. C'était étrange de descendre la rue Denver à cette heure. Les magasins étaient fermés et plongés dans l'obscurité. Plus aucune automobile ne circulait. Soudain, une voiture de police surgit au bout de la rue. Oh non! Elle effectuait sa ronde habituelle dans le secteur. Si ses occupants nous apercevaient, nous allons sûrement être arrêtés, et là, c'étaient les problèmes assurés. Je cherchai rapidement un endroit où nous cacher. Les agents allaient nous repérer avec ces fichus réverbères tous les 10 mètres. « Marion, dis-je, dépêche-toi, viens par là. » Je me glissai sous l'auvent d'une boutique dans l'obscurité. Je retins mon souffle. L'auto passa tout près, balaya nos ombres avec ses phares, puis s'arrêta pile devant nous. « Zut, ils nous ont vus, » chuchota Marion. « Vite, courons !»« Tu es folle » dis-je en la retenant par la manche. Le véhicule s'était immobilisé, mais le conducteur ne bougeait pas. « Regarde, il y a un feu rouge, » murmurai-je.
Il passe au vert. Ouf, dit-elle soulagée en voyant la voiture démarrer. Dès qu'elle eut tourné au coin de la rue, nous enfourchâmes nos vélos. Le théâtre Saint-Augustin était impressionnant, avec sa silhouette sombre et imposante. La rumeur prétend qu'une folle a habité ce bâtiment, seule, pendant 40 ans. Elle possédait une 50aine de chats. Elle était très riche, mais si avare qu'elle était vêtue de guenilles et ne se nourrissait que de bananes. Lorsque les gens approchaient trop près de chez elle, elle hurlait des injures et lançait des pierres. Quand elle était morte, un homme d'affaires a acheté sa demeure pour une bouchée de pain et l'a transformée en théâtre. C'est vrai, cette bâtisse est lugubre. On dirait un vieux château de pierre noire. Haute de 3 étages, elle possède 2 tours et est recouverte de vignes sauvages qui grimpent jusqu'au toit. Ce soir-là, la lumière d'un lampadaire y dessinait des ombres inquiétantes. J'étais passé une centaine de fois devant, sans trop avoir peur. Mais à cette heure, elle semblait plus menaçante que d'habitude. J'eus même l'impression que des chauves-souris volaient au-dessus de nos têtes. Pas surprenant que la dame soit devenue folle, chuchota Marion. Tu crois qu'elle gardait des prisonniers ici? Demandai-je. Oui, et elle avait une salle de torture au sous-sol, plaisanta ma sœur. Nous avançâmes jusqu'à l'entrée. Les spectateurs se pressaient. 3 messieurs, enveloppés dans de grandes capes noires, nous dépassèrent. Une femme étrange avec une longue chevelure, aux lèvres et aux ongles noirs, me sourit. D'où ils sortent, tous ces gens bizarres, s'inquiéta Marion. Entrons, dis-je en haussant les épaules. Le spectacle va bientôt commencer. Nous attachâmes nos vélos à un poteau et courûmes vers le grand escalier de pierre. Nous entrâmes enfin dans le hall éclairé par un lustre en cristal. Nous le traversâmes pour nous retrouver devant une porte couverte d'une lourde tenture rouge. Un homme grand et maigre, en smoking noir, se tenait là. Il nous arrêta en pointant sur nous un index tordu. « Vos billets !» dit-il d'une voix sifflante. Je m'exécutais tout en l'observant. Il avait l'allure d'un squelette, chauve avec un cou démesurément long et maigre et des orbites creuses, cernées. « Très bien, murmura-t-il. Et où sont vos parents ? Je ne peux pas laisser passer des enfants non accompagnés. Nos parents ? Il faut vite trouver quelque chose, me dis-je. Impossible de lui avouer qu'ils sont en train de dormir à la maison. Nos parents ? Eh bien, ils sont dehors, affirmai-je. Comme ils garent la voiture, ils nous ont demandé de nous occuper des places. Ses yeux sombres semblèrent transpercer mon cerveau. Allait-il me croire ? Je n'aime pas ça. Mais allez-y, dit-il, en écartant la tenture afin de dégager la porte. Il nous désigna des sièges juste devant la scène. « Parfait, dis-je à Marion. L'emplacement est génial. »« C'est excitant, s'exclama-t-elle. Je n'arrive pas à croire que nous sommes ici. » L'homme en noir continuait de nous regarder comme s'il nous surveillait. « On ne va pas pouvoir rester jusqu'à la fin, chuchotai-je. Ce squelette ambulant ne nous lâche pas des yeux. Lorsqu'il se rendra compte... »« Chut, ça va commencer. » Une voix retentit dans le haut-parleur. « Mesdames et messieurs, le théâtre Saint-Augustin est heureux de vous présenter le plus fantastique des magiciens, le fabuleux, le merveilleux, le saisissant Rac-Capac. » Un roulement de tambour et des sons de trompette marquèrent le début du spectacle. Le public se mit à applaudir et à crier. Le rideau se leva. Je sursautai en découvrant d'incroyables accessoires. Un long coffre noir, percé d'une porte, se dressait au milieu de la scène. Une plateforme pendait du plafond. Une boîte brillante avec des trous pour laisser passer la tête, les bras et les jambes était posée sur des tréteaux. Un gros lapin blanc était installé près d'un vase rempli de fleurs bleues sur une table recouverte d'un large carré de soie rouge. « Je me demande comment il fait pour que son lapin ne s'enfuit pas, » dit Marion. « Tu devrais bien regarder et prendre des notes. Ce que tu es drôle. Arrête, je n'en peux plus, ironisai-je. Tu as toujours autant d'humour, Tim. C'est ça ton problème. Non, c'est toi mon problème. » L'arrivée de Rac-Capac mit fin à notre dispute. Il venait de s'avancer sur le devant de la scène. Vêtu de noir, il était mince et avait de longs cheveux gris. Son chapeau haut de forme le faisait paraître encore plus grand. Une cape doublée de satin rouge recouvrait son smoking. D'un geste lent, il en écarta les pans sur ses épaules et salua le public. Mon cœur se mit à battre à toute allure. Rac-Capac était si proche de moi que je pouvais presque le toucher. « Je vais pénétrer dans son monde, me dis-je, tout excité. »
Sans un mot, le magicien promena ses yeux sur l'assistance. Soudain, son regard s'arrêta sur moi. Je me mis à trembler comme une feuille. Rakapak fit un pas et s'inclina. Que fait-il? Va-t-il me parler? Son visage était presque collé au mien. Je m'enfonçai dans mon siège. Il s'accroupit et murmura d'une voix menaçante. « Disparais, disparais !» J'eus l'impression de rapetisser dans mon fauteuil. « Disparais !» répéta Rakapak. « Pardon ?» fis-je en le dévisageant. À la télévision, il semblait très sympathique, mais dans la réalité, il était terrifiant. « Je vais te faire disparaître, » murmura-t-il. « Je demanderai des volontaires, et je te choisirai, toi. » Ouf, il voulait juste me faire participer à sa représentation. Je pourrais peut-être lui parler après la séance, pensai-je, tout fier. Si ça se trouve, il me confiera quelques secrets. Marion pencha sa tête vers moi. « Il va te désintégrer ?» me taquina-t-elle. « Qu'est-ce que je vais dire à papa et à maman ?» C'était incroyable. Voir Rakapak était déjà fantastique, mais qu'il me désigne comme partenaire, c'était trop génial. Avait-il deviné que j'étais aussi magicien? Je n'eus pas le temps d'approfondir cette question. Rakapak commença son numéro. « Bonsoir, mesdames et messieurs, » déclama-t-il. « Vous allez assister à d'étonnants exploits. Vous allez me voir accomplir des choses que vous aviez toujours jugées impossibles. Tour d'adresse ou illusion? Ce sera à vous d'en décider. » Il agita les mains et une baguette apparut comme par enchantement entre ses doigts. Les spectateurs applaudirent. Rakapak parut alors ennuyé. « Ce chapeau est vraiment embêtant, » commença-t-il en l'enlevant. « On dirait... » Il en inspecta l'intérieur, mais n'y trouva apparemment rien. « C'est bizarre, » dit-il, l'air malicieux, en le replaçant sur sa tête. Pendant un moment, j'ai cru que... je ne sais pas, qu'une nuée d'oiseaux s'y débattait. Le haut de forme se mit alors à valser. « Voilà que ça recommence !» s'écria le magicien. Il le retira et le vérifia de nouveau. Sur ses cheveux reposait une plume blanche. L'assistance s'esclaffa. « Qu'y a-t-il de si drôle ?» s'étonna Rakapak en se passant la main sur le crâne. Le public éclata de rire. « D'où cela peut-il venir ?» continua mon idole en brandissant la plume. « Eh bien, je ne vais pas me laisser distraire par des détails aussi insignifiants. Reprenons. » Le chapeau recommença à trembler doucement. Puis il se mit à faire de véritables bonds sur la tête de Rakapak, qui prit un air horrifié. Il s'en empara d'un mouvement brusque. Aussitôt, des tourterelles s'en échappèrent et s'éparpillèrent à travers la salle pour se poser sur les poutres. « Ah, je savais bien que quelque chose clochait, » plaisanta-t-il. Les rires et les applaudissements fusaient de toutes parts. « Il est génial, » pensai-je en frappant dans mes mains. « Comment a-t-il fait ?» Je jetai machinalement un coup d'œil sur le lapin. Assis à sa place, il regardait son maître et semblait tout comprendre. J'avais hâte que son numéro arrive. « Maintenant, j'ai besoin de ceci, » annonça Rakapak. Plongeant la main dans sa poche, il en sortit un paquet qui contenait une vingtaine de grosses aiguilles piquées dans un bout de carton. Il en attrapa une et se mit à loucher en essayant de passer un fil épais dans le trou. « Je n'arrive jamais à le faire, » confia-t-il en baissant les bras. Il essaya de nouveau, mais sans plus de succès. « C'est impossible !» s'exclama-t-il énervé. « Comment font les couturiers ?» Le public pouffa. J'étais impatient de découvrir la suite. Je savais pertinemment que toute cette histoire n'était que la préparation de son prochain tour. « Bon, » s'écria-t-il, « je vais vous montrer comment on s'en sort autrement. » Il avala les aiguilles, puis il coinça le fil entre ses dents et le mastiqua, comme s'il s'agissait d'un vulgaire spaghetti. « Ça doit faire mal, » chuchota Marion, d'un ton angoissé. J'acquiesçai sans rien dire, fasciné. Un silence de plomb régnait dans la salle. Tout le monde était totalement subjugué. Le magicien s'arrêta de mâcher et ouvrit la bouche. Lentement, très lentement, il tira le fil, sur lequel brillaient les aiguilles. Il les avait enfilées avec sa langue. Ébahis, les spectateurs applaudirent, d'abord timidement, puis frénétiquement. « Vous voyez, ce n'est pas sorcier, » déclara Rakapak en saluant la salle. « Il faut que je sache comment il fait, me dis-je.
Je lui demanderai après le spectacle. Le magicien s'avança vers la table sur laquelle était posé le lapin et le vase de fleurs. Il attrapa le carré de soie rouge qui la recouvrait et l'enleva d'un coup sec. Le vase ne bougea pas d'un millimètre et l'animal cligna simplement des paupières. Rakapak enveloppa sa main gauche avec le tissu, qu'il retira ensuite. Un gros réveil rouge était posé sur sa paume. « Nous avons encore le temps de faire quelques tours, dit-il en regardant l'heure. Il recouvrit avec le tissu le réveil, qui disparut. À cet instant, une sonnerie retentit. Le réveil se déplaçait tout seul à l'autre bout de la scène. Le magicien l'attrapa et arrêta le mécanisme. « Il avance !» plaisanta-t-il. « Je n'ai jamais rien vu d'aussi fabuleux, pensai-je, émerveillé. La suite fut tout aussi palpitante. Rak-Kapak sortit d'un coffre-fort fermé à clé. Grâce à quelques coups de baguette frappés sur un mur en briques, il passa à travers. Puis, dans un nuage de fumée, il transforma son smoking noir en smoking jaune. « Et voici enfin mon tour préféré, annonça-t-il. Y a-t-il un volontaire ?» Il balaya du regard le public qui se taisait. « Tim, il demande un volontaire, me chuchota Marion en me donnant un coup de coude. Tu as oublié ce qu'il t'avait dit au début ?» J'étais tellement concentré sur ses exploits que ça m'était sorti de la tête. « J'aimerais bien essayer, dis-je en me levant. « Parfait, jeune homme, dit Rak-Kapak en souriant. Monte sur la scène, s'il te plaît. Mon estomac était noué et mes jambes s'entrechoquaient. J'étais terrorisé. Et voilà, pensai-je, je vais disparaître, pourvu que tout se passe bien. C'était incroyable. J'avais été choisi pour participer à l'un des tours les plus extraordinaires de mon idole. Je n'en revenais pas. Mais pourquoi avais-je donc si peur? Mon estomac était aussi serré que si je devais passer un examen important. « Merci de te porter volontaire, jeune homme, me dit le magicien. Tu dois être extrêmement courageux. Tes parents sont-ils ici? Mes parents, ils sont là, réussis-je à articuler. Mais ils sont sortis téléphoner. Téléphoner? S'exclama Rak-Kapak. En plein milieu de ma représentation? Oui, c'était très urgent, expliquai-je, de plus en plus confus. Tant mieux, dit-il enfin. Je suis content qu'il ne te voie pas dans cette situation délicate, sinon il pourrait essayer de m'arrêter. De vous arrêter? Bredouillai-je, la gorge soudain sèche. Il n'entendit pas ma question, tellement les gens riaient. Ne t'en fais pas, me rassurai-je, ça fait partie du numéro. Il plaisante. Je m'efforçai de rire comme les autres. Et que va-t-il m'arriver? Je vais te faire disparaître, répondit tranquillement Rak-Kapak. Tu vas être transporté dans une autre dimension et je ferai tout mon possible pour te ramener. Mais cela ne marche pas à tous les coups. Comment ça? Ne t'inquiète pas, dit-il en me tapotant gentiment le dos. J'ai fait ce numéro des centaines de fois et je n'ai échoué qu'à 2 ou 3 reprises. Les spectateurs étaient pliés en deux. Est-ce ta petite sœur qui est assise au premier rang? Me demanda-t-il. J'acquiesçai. Dis-lui au revoir, au cas où. Marion sourit en me faisant un signe de la main. C'était certain. Elle espérait que je ne revienne plus jamais. Rak-Kapak me conduisit ensuite au centre de la scène, là où était posé le grand coffre noir. « Grimpe là-dedans, s'il te plaît, » me dit-il en ouvrant la porte. J'obéis et Rak-Kapak la referma derrière moi. Il y faisait noir comme dans un four. Immobile, j'attendis qu'un événement se produise. J'entendis le magicien déclarer aux spectateurs. « Mesdames et messieurs, ce coffre est une de mes inventions. Il s'agit de la toupie de la 5e dimension. Voici comment elle fonctionne. Mon courageux volontaire y est entré et je l'ai enfermé. Je vais ensuite faire tourner ce coffre très vite sur lui-même, 10 fois de suite. La force magique qui se trouve à l'intérieur va expédier ce jeune homme dans une autre dimension. Ce numéro exige un silence total, car j'ai besoin de me concentrer. » Un calme impressionnant suivit ces paroles. Je commençai à trouver le temps long lorsque le coffre se mit à tourner à une vitesse folle. J'en sentis mon corps se coller à la paroi. Jamais aucun manège ne m'avait procuré une sensation pareille. Je fermai les yeux, essayant de maîtriser mon vertige. J'espère que je ne vais pas m'évanouir, pensai-je. Et je tournai encore. Et si Rak-Kapak m'envoie vraiment dans une autre dimension? Me demandai-je. Pour me rassurer, je me dis qu'au fond, tout cela n'était fait que pour amuser les spectateurs.
Mais était-ce si sûr? Le coffre tournait de plus en plus vite. Des étoiles se mirent à danser devant mes yeux. Quand cela allait-il s'arrêter? Soudain, le sol s'ouvrit sous mes pieds. « Au secours !» hurlai-je. Après une chute qui me sembla interminable, j'atterris sur un matelas dur. Je restai allongé sur le dos, étourdi. De l'eau gouttait à un rythme régulier non loin de moi. Une ampoule nue, accrochée à un mur verdâtre, diffusait une lumière pâle. Je réussis tant bien que mal à m'asseoir et inspectais les lieux. La pièce était presque vide, sombre et humide, avec une chape de ciment en guise de sol. Dans un coin se trouvait un vieux poêle à mazout. J'étais probablement dans le sous-sol du théâtre. Je me levai lentement et compris comment le tour fonctionnait, en regardant de plus près l'ouverture par laquelle j'étais passé. Rak Kapak installait son coffre sur une trappe pratiquée dans le plancher de la scène. Le fond de ce coffre s'ouvrait et le volontaire glissait sur un toboggan pour se retrouver dans un endroit lugubre. Voilà de quelle manière le courageux candidat s'envolait dans la 5e dimension. Mais une question me tracassait. Comment allais-je remonter? Comment le magicien allait-il me faire revenir? Des applaudissements assourdis parvinrent jusqu'à moi. J'entendis au loin la voix de Rak Kapak. « Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Il faut que je m'en aille maintenant. Je dois disparaître à mon tour dans la 5e dimension et y retrouver ce jeune garçon. Bonne nuit à vous tous. » À ces mots, le public éclata de rire. Puis, il y eut de la musique accompagnée d'un tonnerre d'applaudissements. Rak Kapak a dû se volatiliser, pensai-je. Il va probablement glisser sur ce toboggan d'une seconde à l'autre. J'attendis, mais personne ne vint, ni par le toboggan, ni par un autre endroit. Il ne va pas tarder à me sortir d'ici, me rassurai-je. J'en profiterai pour lui demander des explications sur le tour du réveil. Si ça se trouve, il acceptera de me signer un autographe. 1 minute plus tard, je perçus le bruit de chaises raclant le plancher et des pas au-dessus de ma tête. Le spectacle était réellement terminé. Les gens quittaient la salle. Le magicien allait-il enfin venir me chercher? Je commençais à être nerveux. Assis sur le matelas, je ne pouvais rien faire d'autre que prendre mon mal en patience. Qu'est-ce qui le retient? M'étonnai-je. Il veut sans doute attendre que tout le monde soit parti, afin que personne ne connaisse son secret. Oui, ça doit être ça. Soudain, j'entendis un grattement. « Un rat !» m'exclamai-je avec horreur. Je scrutai les alentours à la recherche du rongeur, mais le bruit cessa. Ce n'était peut-être pas un rat, me raisonnai-je pour me calmer. Mes muscles étaient tendus comme la corde d'un arc. Ce devait être une petite souris de rien du tout, ou un mulot, ou tout simplement le fruit de mon imagination. Mais où était donc Rak Kapak? Quand allait-il me libérer? L'oreille à l'affût, je guettais le moindre signe de vie. À part le goutte à goutte obsédant, le silence était total. « Bon, dis-je tout haut, tout le monde est parti. Vous pouvez me laisser sortir, monsieur ?» Et s'il avait quitté le théâtre, lui aussi? Je commençais à paniquer. Et s'il m'avait oublié, abandonné ici? Dans ce cas, il fallait que je trouve une solution pour m'échapper. Je me mis à parcourir le sous-sol en prenant soin de m'assurer qu'il n'y avait aucune bête sous mes pieds. Mais il faisait tellement sombre. Je passais près d'un grand évier en pierre. Le bruit de l'eau qui s'égouttait provenait de là. De l'autre côté, un escalier conduisait à ce qui semblait être une porte. « Ah !» fis-je, soulagé. « Voilà enfin une issue. » Je grimpai les marches branlantes et tournai la poignée. La porte résista. Je recommençai sans succès. Elle était fermée à clé. J'appuyai tout mon corps contre le battant. « Laissez-moi sortir d'ici !» criai-je en tapant avec mes 2 poings. « Vous m'entendez? Laissez-moi sortir !»« Hé !» hurlai-je. « Sortez-moi d'ici, je vous en supplie !»« Comment Rak Kapak a-t-il pu m'oublier ?» me dis-je furieux. « M'aurait-il enfermé exprès ?»« Non, c'est impossible. Pourquoi l'aurait-il fait ?» Tout cela n'était qu'une terrible erreur. Je secouai vigoureusement la poignée et la porte s'entr'ouvrit enfin. Elle était fermée de l'extérieur par un crochet métallique et ce crochet ne paraissait pas solide. Je parie que je peux l'arracher, pensai-je. Je descendis quelques marches pour prendre mon élan, puis les remontai en courant. Je me jetai contre le battant de tout mon poids. Il bougea à peine. Mais maintenant, j'avais très mal à l'épaule.
C'est alors qu'une idée saugrenue traversa mon esprit. Je me surpris à souhaiter la présence de Marion. D'un coup de karaté, elle se serait frayé un chemin. Elle était déjà entrée dans ma chambre de cette façon. D'ailleurs, où était-elle? Elle devait m'attendre devant nos vélos. Il faut que j'y arrive, m'écriai-je en percutant encore la porte. Génial! Le crochet céda. Même si mon épaule me faisait souffrir, j'étais enfin libre. Devant moi s'étirait un long couloir sombre. Ouh! Appelai-je. Je n'obtins aucune réponse. Où étaient passés les machinistes, les techniciens, tous ceux qui s'occupent du théâtre? J'avançais à pas de loup, tout semblait désert. Comment avaient-ils pu me laisser seul au sous-sol et retourner chez eux? Soudain, je remarquai un rayon de lumière sous une porte. Quelqu'un était encore là. C'était peut-être Rakakapak? J'avançai lentement dans le corridor jusqu'à la porte sur laquelle était dessinée une grosse étoile d'un bleu métallique. C'était sa loge. J'étais seul dans cette bâtisse avec mon idole. Nous allions parler de magie, parler de secrets. J'étais tellement excité que mes mains en tremblaient. Je lui pardonnais même de m'avoir abandonné dans ce sous-sol. De toute façon, c'était sûrement une erreur. Un machiniste avait sans doute oublié de descendre me délivrer. Rakakapak avait dû se dire qu'on était venu me chercher et que tout allait bien. Il allait certainement être très content de me voir. Que devais-je faire? L'appeler? Non. Je décidai plutôt de frapper à la porte. J'allais avancer lorsque mon pied buta contre un objet. C'était une grande mallette noire sur laquelle était écrit « Propriété de Rakakapak ». Incroyable! Je passai mes doigts sur les lettres dorées. C'était sa trousse magique. Quelle soirée! Je levai une main et toquai doucement. Aucune réaction. Il n'avait peut-être pas entendu. Je frappai un peu plus fort. Toujours aucune réponse. « Il y a quelqu'un » demandai-je en passant ma tête dans l'embrasure de la porte. Assis sur le divan, le gros lapin blanc de Rakakapak faisait face à son maître, installé sur une chaise et dont je ne voyais que les jambes. « Bonsoir, fis-je. Je suis le volontaire que vous avez fait disparaître. Je peux entrer ?» Mais Rakakapak ne bougea pas. Soudain, la porte me claqua au nez. « Hé !» criai-je, surpris. Une voix mauvaise grogna. « Va-t'en ! Mais je suis votre fan le plus fidèle. Je voudrais juste vous serrer la main. »« File !» hurla la voix. « Et que je ne te revoie plus jamais, vaurien !» Vaurien? Avais-je bien entendu? Toujours debout devant la porte, je ne croyais pas mes oreilles. Comment pouvait-il me parler ainsi? Après que j'avais accepté de lui servir de volontaire, après qu'il m'avait laissé dans ce sous-sol, qu'est-ce qui lui prenait? Je restais paralysé, incapable de penser. Le grand Rakakapak, mon héros, m'avait traité de vaurien. C'était peut-être le plus grand magicien, mais c'était aussi un sale type. Soudain, mes yeux se portèrent sur la malle noire qui se trouvait à mes pieds, la mallette magique de Rakakapak. Sans réfléchir, je la ramassai et me mis à courir. Bien qu'elle soit lourde et encombrante, je fonçai dans le couloir. « Qu'est-ce que je fabrique ?» me demandai-je en m'enfouillant. En fait, c'était simple. J'étais en train de me venger. Je m'étais donné tant de mal pour venir à ce spectacle. Et le magicien avait été si incorrect. Mais peu importaient les raisons de mon acte. Je volais les précieuses affaires de Rakakapak. Tout en me dépêchant, je me disais que j'allais au-devant de graves ennuis. Je m'arrêtais pour souffler. Rakakapak me poursuivait-il? Non. J'avalai ma salive et me remis à courir. Je réussis tant bien que mal à grimper par le toboggan et me retrouvai sur la scène. Je descendis dans la salle vide et me dirigeai vers l'entrée. À mon grand étonnement, la porte était verrouillée de l'intérieur. Après l'avoir ouverte, je sortis à l'air libre et traversai le parking, jusqu'à mon vélo. « J'y suis presque, » me dis-je, à bout de souffle. « Ce que cette mallette est lourde, il doit être très tard, il faut que je me dépêche de rentrer à la maison. » Avec toutes les lumières éteintes, la bâtisse semblait encore plus sombre qu'au début de cette soirée. Ma bicyclette était toujours là, attachée au poteau. Je retirai l'antivol. À peine avais-je posé mes mains sur le guidon qu'une voix hurla. « Stop !» La peur me paralysa. J'étais piégé comme un rat. Des pas se dirigeaient vers moi, faisant crisser le gravier. Je suis pris en flagrant délit de vol, me dis-je. On va me conduire à la police.
Où étais-tu passé? Me reprocha la voix. Pourquoi tu pars sans moi? Marion, ma petite sœur, je l'avais oubliée. Pourquoi? Bredouillai-je. Que pouvais-je répondre à une question pareille? Lui avouer qu'elle m'était totalement sortie de la tête? Non, c'était impossible. Je te cherchais, mentis-je. Où étais-tu? Moi aussi je te cherchais. Qu'est-ce que tu as fabriqué pendant tout ce temps? Tu as disparu et... C'est une longue histoire, l'interrompis-je. Elle se pencha sur la mallette que je tenais et lut à voix haute l'inscription en lettres dorées qui s'y figurait. Propriété de Rakkapak. Où as-tu déniché ça? C'est lui-même qui me l'a donné. C'est gentil, tu ne trouves pas? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Demanda Marion en voulant soulever le couvercle. Je l'arrêtai d'un geste. Je te montrerai lorsque nous serons rentrés à la maison. C'est du matériel de magie. Il m'a dit de tout garder pour me remercier de m'être porté volontaire. Alors, si Rakkapak t'a vraiment donné cette mallette, qui sont ces gens qui ont l'air de t'en vouloir? Dit-elle en tendant la main vers la vieille bâtisse. Je me retournai précipitamment. 3 gardiens traversaient le parking, une lampe de poche à la main. Filons d'ici, m'écriai-je. Vite, monte sur ton vélo. Je ne peux pas, hurla Marion. Pourquoi? Ma bicyclette a disparu. J'y vais, criai-je en enfourchant mon vélo. On se retrouve à la maison. Tim, gémit Marion, tu ne peux pas me laisser comme ça. Elle avait raison. Et même si je la savais capable de se débrouiller toute seule, papa et maman ne me pardonneraient jamais de l'avoir abandonnée. De plus, si les gardiens l'attrapaient, elle allait me dénoncer et j'aurais de gros ennuis. Il fallait que je me décide rapidement. Soudain, un peu plus loin, j'aperçus son vélo. « Ce n'est pas ta bicyclette ?» demandai-je en pointant mon doigt sur un poteau. « Si, répondit Marion en s'élançant. Pendant qu'elle la détachait, j'essayais d'installer la mallette sur mon guidon. C'était loin d'être facile. Enfin, j'y parvins. « Arrêtez !» hurla un vigile. Marion et moi pédalâmes de toutes nos forces. « Arrêtez !» Nous fonçâmes dans la rue obscure. Au bout de 500 mètres, je pris le risque de me retourner. Nos poursuivants avaient renoncé. L'un d'eux était même plié en deux, essoufflé. « Ils ne nous rattraperont plus jamais !» s'écria Marion. Pourtant, nous roulâmes d'une traite jusqu'à la maison. Les avenues étaient sombres et vides. Il n'y avait pas une lumière, pas un bruit. « Il doit être plus de minuit, me dis-je, pourvu que papa et maman dorment toujours. S'ils nous surprennent, ils vont nous priver de sortie jusqu'à notre majorité. » Arrivés à l'allée qui menait chez nous, nous continuâmes à pied. Nous rangeâmes nos engins dans le garage. L'obscurité ne nous rendit pas la tâche facile. Marion trébucha sur la tondeuse à gazon. « Aïe !» s'écria-t-elle. « Tais-toi !» Nous restâmes immobiles quelques instants. Nos parents l'avaient-ils entendu? « Je pense que ça va, » murmurai-je. « J'ai mal, » se plaignit Marion. « Mais tais-toi enfin !» Nous entrâmes dans la maison sur la pointe des pieds. « Je vais cacher la mallette dans ma chambre, » chuchotai-je. « Si on regardait ce qu'il y a dedans maintenant, » proposa Marion. « Il n'en est pas question. Il faut que tu partages le contenu avec moi. »« C'est à moi que Rakkapak l'a donné, » insistai-je, bien que ce fût un mensonge. « Je vais tout rapporter à papa et à maman, » me menaça Marion. « Je leur raconterai que tu m'as réveillé et que tu m'as obligé à t'accompagner au théâtre Saint-Augustin. »« Petite peste !»« Bon, d'accord, » cédai-je, contraint et forcé. « Promis ? » ?»« Oui, à condition que tu me jures de te taire. »« Je le jure, mais tu ne peux pas garder la mallette dans ta chambre, puisqu'elle est à nous deux. » Cette conversation commençait à m'énerver sérieusement. « Tout ce que tu voudras, finis-je par dire, mais tu me fiches la paix. Monte-la au grenier, nous l'ouvrirons ensemble samedi. » D'accord, acceptai-je, content de me débarrasser d'elle. Maintenant, allons nous coucher. Nous montâmes l'escalier avec précaution, attentifs au moindre bruit. « Tout va bien ?» murmura Marion lorsque nous fûmes au premier. « J'entends papa ronfler. » Elle se glissa dans sa chambre tandis que je filais au grenier. Je refermai doucement la porte derrière moi et allumai la lumière. « Où vais-je la cacher ?» me demandai-je. « Ce vieux coffre à jouets fera l'affaire. » Tandis que je portais la mallette, l'envie de l'ouvrir et de fouiller dedans devint irrésistible. Comment vais-je faire pour patienter jusqu'à samedi? Et si je jetais un petit coup d'œil maintenant? Rien qu'un petit coup d'œil. Après, j'irai me coucher. Je reposai la mallette par terre, les mains tremblantes.
J'entrepris d'ouvrir la serrure qui ne semblait pas vouloir céder. Enfin, je réussis à la forcer. Mais mon enthousiasme fut de courte durée. Le souffle d'une explosion m'atteignit en plein visage. Je tombais à la renverse et restais étendu sur le sol, les mains plaquées sous la figure. Qu'était-il arrivé? Étais-je blessé? J'ouvris les yeux. Non, apparemment j'étais indemne. Je m'assis pour examiner la mallette qui gisait sur le plancher, ouverte. Elle ne présentait aucune trace d'explosion. Voilà qui est étrange. En inspectant le couvercle avec d'infinies précautions, je remarquai un petit disque en métal fixé dans la doublure. Lorsque je le tapotai du bout de ma chaussure, un grognement en sortit. C'était une sorte de puce électronique. Je compris qu'elle imitait le bruit du tonnerre quand on cherchait à ouvrir cette malle. J'avais envie d'en savoir plus. Je me mis donc à farfouiller fébrilement et sortis un tas d'objets bizarres. Une paire de menottes truquées, une montre de poche pour hypnotiser les gens, 3 jeux de cartes différents, une corde et des kilomètres de foulards en soie noués les uns aux autres. J'eus envie de tester ces gadgets, mais me résolus à attendre samedi. En plus de tous ces objets étonnants, je trouvai un petit sac noir qui contenait 3 gobelets ovales et une petite balle rouge. Le jeu des coupes, l'un de mes préférés. On cache la balle sous une coupe et les spectateurs doivent deviner sous laquelle des 3 elle se trouve. Ils se trompent à chaque fois, car le magicien la cache dans une de ses mains. Je continuai à fouiller. Mes doigts rencontrèrent un tissu doux, un smoking en soie noire. L'habit de Rak Kapak, il faut absolument que je l'essaye, me dis-je. Je l'enfilai, mais évidemment il était beaucoup trop grand. Les épaulettes tombaient sur mes coudes. Les manches couvraient mes mains. Pourtant je me sentais si bien dans ce costume. Je me mis à marcher de long en large sans le grenier. J'avais vraiment l'allure d'un magicien. Machinalement, je regardais ce que contenaient les poches. Soudain, je sentis quelque chose remuer dans mon dos, puis dans mon cou. Je secouai les épaules. Cette sensation désagréable cessa et reprit de plus belle 2 secondes plus tard. Une forme glissa le long d'une manche. « Qu'est-ce que c'est » me demandai-je. Il fallait que je me débarrasse de cette veste, et vite. Je voulus enlever mon bras. Trop tard, une tête affreuse surgit près de ma main, la tête d'un serpent. Horrifié, je serrai les dents pour étouffer mon cri. Le serpent remuait contre mon bras. J'eus beau m'agiter dans tous les sens, il ne lâchait pas. Rien à faire. Soudain, il se déroula, glissa hors de ma manche et atterrit sur le plancher. Il siffla et s'enroula autour du vieux coffre à jouets. Je le regardais en frissonnant. Mais ce n'était pas terminé. Le cauchemar recommença. Glissant sur moi, une créature siffla à mon oreille et frôla mon épaule. « Non » criai-je. C'était encore un serpent. Je le frappai, essayant de le faire tomber. Tout à coup, un autre descendit à l'intérieur de ma manche. Puis, encore un sur mon ventre, qui rampa vers mon dos. C'était répugnant. Un dernier surgit d'une poche intérieure et tomba sous le parquet. Il entreprit aussitôt de s'enrouler autour de ma jambe. Cette veste est infestée de reptiles, me dis-je. C'est épouvantable. Affolé, je me trémoussais dans tous les sens. J'étais couvert de serpents des pieds à la tête. J'avais envie de hurler, mais je ne devais surtout pas réveiller mes parents. Il n'y avait qu'une solution. Essayer d'enlever cette maudite veste à tout prix. « Au secours » chuchotai-je. « Au secours » Il y en avait partout. D'une main tremblante, je les attrapais un à un et les jetais le plus loin possible de moi. Au prix d'efforts incroyables, je parvins enfin à retirer la veste que je lançais sur le plancher. Des serpents s'en échappèrent encore, rampant de tous les côtés. Je bondissais comme un kangourou pour les éviter. J'atteignis ainsi une chaise sur laquelle je grimpais. Un reptile s'entortilla autour de l'un de ses pieds et se mit à monter. « Va-t'en » murmurai-je. « Laisse-moi tranquille !» Il me répondit par un sifflement sinistre. Je sautai de mon perchoir. Soudain, j'entendis un craquement sinistre. Mon cœur cessa de battre. Avais-je marché sur une de ces sales bêtes? Je baissai la tête. J'avais seulement écrasé une vieille poupée de Marion. Entre-temps, un serpent monta le long de ma chaussette. Je n'avais plus le choix. Il fallait que je réveille mes parents. Je vais peut-être avoir des problèmes, mais je sortirai de ce cauchemar. Je slalomai entre mes agresseurs qui grouillaient. C'était affreux.
L'un d'eux s'élança vers moi, mais stoppa net, paralysé. Le grenier devint soudain silencieux. Les sifflements avaient cessé. Les ignobles créatures avaient arrêté de bouger. Elles s'étaient brusquement immobilisées sur le plancher, les yeux de glace fixaient le vide. Qu'était-il arrivé? Était-elle morte? Je regardais autour de moi, paniqué à l'idée de faire le moindre geste qui aurait pu les réveiller. Le sol était recouvert de longs corps inertes. Pourquoi étaient-ils morts? C'était tellement étrange. Mes yeux firent rapidement le tour de la pièce. J'étendis lentement une jambe et poussai du pied un serpent. Il bougea à peine. Prenant mon courage à deux mains, je me penchai et le touchai légèrement. Rien ne se passa. Mon cœur battit à tout rompre. Bien que dégoûté, je finis par le ramasser. Il était tout flasque, comme factice. Lorsque je le retournai, je trouvai un minuscule remontoir. Le monstre était en caoutchouc, et les yeux étaient en verre. J'avais été attaqué par des serpents mécaniques. La veste de Rakkapak en était remplie. Quand vais-je enfin comprendre que c'est de l'illusion? Rakkapak est un magicien. Je ramassai tranquillement les serpents et les replaçai dans les poches de la veste. Puis, je roulai le tout et le remis dans la mallette. C'est fabuleux, pensai-je en m'efforçant de la refermer correctement. J'ai devant les yeux les meilleurs accessoires de magie qui existent au monde. Il valait mieux que j'arrête de manipuler ces objets avant d'être victime d'un accident. J'aurais tout le temps de les expérimenter samedi. Il me suffirait ensuite de tout rapporter à Rakkapak dès le lundi. Car j'avais bien l'intention de lui rendre sa mallette. J'avais quand même commis un vol. Si seulement cet homme n'avait pas été aussi cruel. Il s'était servi de moi pour son numéro. Il m'avait enfermé au sous-sol. Il m'avait ordonné de déguerpir. M'avait traité de vaurien. Je sentis la colère monter. Non, Rakkapak ne méritait pas que je lui rende ses affaires. Pourtant, ma conscience me disait que je devais le faire. J'allais d'abord jouer un peu avec ses accessoires, puis je les rapporterais. Bien sûr, je n'avais aucune idée du danger que je courais en les gardant dans ce grenier. Si j'avais su, j'aurais remis la mallette à son propriétaire cette nuit-là. Encore une nouvelle journée de travail, soupira maman le lendemain matin, au petit déjeuner. Je n'en peux plus. Ces élèves me rendront folle. En plus il pleut, ajouta mon père, tâton là. Je ne vendrai pas une voiture. Marion et moi échangeâmes un regard complice. Visiblement nos parents ne se doutaient pas de notre escapade nocturne. Rassuré, je m'assis sur ma chaise et attaquai mes céréales. Vous avez l'air fatigués, les enfants, fit remarquer maman. Vous avez bien dormi? Demanda papa. Oui, mais pas beaucoup, dit Marion en ricanant. Tim et moi, on est sortis. Quelle peste! Je lui ai envoyé un coup de pied sous la table. Aïe! Cria-t-elle. Tim m'a frappé. N'embête pas ta sœur, me sermonna papa en se levant. Bon, j'y vais. À ce soir, les enfants. Qu'est-ce que tu as dit, Marion? Demanda ma mère. Vous êtes sortis? Non, mentis-je. Elle a dit Tim et moi, on veut une souris. Une quoi? Oui, tu as bien entendu. Une souris, répétai-je. Ce n'est pas vrai, s'insurgea ma sœur. Mais de quoi parlez-vous? S'écria maman en ouvrant le robinet. On a mal agi, commença Marion. Aïe! Je venais de lui envoyer un autre coup de pied sous la table. Mais elle continua. Nous sommes sortis hier soir. Nous avons roulé à bicyclette jusqu'au théâtre Saint-Augustin pour assister au spectacle de Rakkapak. Nous sommes revenus après minuit. Je te demande pardon. Tim m'a entraîné, je ne voulais pas, moi. Pourquoi Marion avait-elle une langue? J'étais perdu. Qu'est-ce que tu as dit, Marion? Demanda maman. L'eau coulait et je n'ai rien compris. Je poussai un soupir de soulagement. Quelle chance! Rien, répondit ma sœur lorsque je lui envoyai un autre coup de pied. Alors préparez-vous vite pour l'école. Je quittai ma chaise d'un bond et entraînai Marion. Nous serons prêts dans 1 minute, promis-je. Dès que nous fûmes dans le couloir, j'éclatai. Tu es tombé sur la tête ou quoi? Tu te rends compte du pétrin dans lequel tu aurais pu nous mettre? C'est toi qui aurais été ennuyé, pas moi, rétorqua Marion. C'est toi l'aîné, et c'est toi qui m'as entraîné. Quel culot! Je ne t'ai jamais forcé à rien du tout. En plus, tu m'avais juré de te taire. Et toi, tu m'avais juré de ne pas fouiller dans la mallette avant samedi, me rappela-t-elle. Je suis allée dans le grenier ce matin, et je sais que tu as regardé dedans.
Tu as joué avec des accessoires. Moi? Jamais. Menteur. Pourquoi une des manches de la veste dépassait-elle de la mallette? J'ai même trouvé un foulard par terre. Et alors? Tu m'avais promis, répéta Marion, en me pinçant le nez. Il n'y avait pas moyen de la raisonner. C'est une vraie tête de mule. Elle me rendra fou, pensai-je, furieux. J'aimerais tellement me venger, trouver un moyen de lui faire payer ce que j'endure. C'est alors qu'une idée géniale me traversa l'esprit. Vous êtes certain de ne pas vouloir nous accompagner au salon des antiquaires? Nous demanda papa. Tout à fait certain, répondis-je. J'avais hâte que les parents partent, car nous étions samedi. La mallette de Rakkapak m'obsédait. Je n'avais qu'une envie, me servir de son contenu. Bon, fit maman en nous embrassant, nous serons de retour vers 8h30 pour le dîner. Soyez sages, ajouta papa. Surtout pas de bagarre, prévint maman en faisant les gros yeux. À plus tard. Ah, enfin. Dès qu'ils partirent, je courus téléphoner à Fred. Ça y est, tu peux venir, dépêche-toi. La veille, quand je lui avais tout raconté, mon ami m'avait supplié de lui montrer les accessoires. Dès qu'il arriva, nous montâmes au grenier. Voyant que Marion fonçait droit sur la mallette, je l'arrêtai dans son élan. « Pousse-toi » cria-t-elle en prenant une position de karaté. « Attends » ordonnai-je, « il y a des choses bizarres là-dedans. »« D'accord, mais n'oubliez pas qu'on partage tout. »« Asseyez-vous ici, dis-je, en tirant 2 chaises. Préparez-vous à assister au spectacle de magie le plus extraordinaire de l'histoire de l'humanité. » J'approchai du coffre à jouets et en retirai la mallette, que je brandis devant eux. D'abord, commençai-je d'une voix mystérieuse, regardez ce trésor. À peine avais-je soulevé le couvercle que la puce électronique émit son bruit d'explosion. Marion et Fred en tombèrent à la renverse. « Qu'est-ce que c'est » s'écria mon ami. « Ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'un effet sonore, expliquai-je. Tu n'es pas drôle, se plaignit Marion. Si vous voyiez votre tête, m'exclamai-je. Du sac noir, je sortis la balle rouge et les 3 coupes, que je plaçai à l'envers sur une petite table. Vous voyez cette balle? Dis-je, en étendant ma main. Je vais la mettre sous une coupe. Je fis semblant de la poser sous celle du milieu et la glissai furtivement dans ma manche. Puis, je commençai à déplacer rapidement les coupes. Observez-les bien, conseillai-je à mes 2 spectateurs. Au bout de 30 secondes, j'arrêtai de les manipuler et demandai. Sous quelle coupe se trouve la balle? Là, fit Marion en montrant celle de droite. En es-tu certain? Et toi, Fred, où crois-tu qu'elle est? Sous celle que t'a montrée Marion, je ne l'ai pas quittée des yeux. Si vous le dites, je crois que vous vous trompez. Elle n'est pas plus sous celle-ci que sous une autre, puisque je la sens dans ma manche. Pour montrer que je disais vrai, je soulevai la coupe et il y avait une balle rouge identique à celle que j'avais cachée. Mais c'est impossible, m'écriai-je en faisant glisser celle qui était dans ma manche. Attendez, je vais recommencer. Je refis mon tour exactement de la même manière. Et voilà, dis-je. Où est-elle? Elle est sous ce gobelet, affirma Fred. Exactement, approuva Marion. Vous vous trompez encore, ricanai-je en soulevant celui qu'ils avaient indiqué. Ça alors? Il y avait une 3e balle rouge. Quel génie, se moqua Marion. C'était fou, les 2 autres coupes en cachaient aussi. Ça ne marche pas, m'exclamai-je en colère. Je recommençai mon numéro, et cette fois, il y eut 3 balles sous chaque coupe. Ce n'est pas le tour que je connais, avouai-je, décontenancé. En tout cas, il est impressionnant, lança Marion. Ces balles arrivent, on ne sait d'où. Les coupes se mirent soudain à danser, expulsant 10, 20, 50 petites sphères rouges. Les balles recouvrirent la table et tombèrent, rebondissant sur le plancher. Il y en a de plus en plus, s'étonna Fred, tout pâle. Elles envahissaient le grenier. En 10 secondes, elles formèrent un tas qui montait jusqu'à nos genoux. Comment pouvais-je arrêter cette invasion? En étais-je seulement capable? Sans réfléchir, je m'emparai des coupes et les rangeai dans le sac noir. Je commençai aussitôt à le remplir de balles rouges. Immédiatement, elles cessèrent de se multiplier. « Aidez-moi » criai-je à Marion et Fred. Ils se mirent à genoux pour ramasser les balles. À 3, nous pûmes bourrer le sac en un temps record. Je le fermai ensuite avec le cordon pendant qu'il continuait de s'agiter.
Ça suffit, ordonnai-je aux petites balles. Je n'ai pas très bien compris ce tour, dit Marion, encore sous le choc. Il fallait que je lui change les idées, sans montrer combien j'étais moi-même impressionné. Je plongeai la main dans la mallette et pris le premier objet venu. Voici un autre tour, annonçai-je. Je sortis un haut de forme aplati. Je le dépliai et le mis sur ma tête. Ce n'est qu'un chapeau, grommela Fred. Il fait sacrément chaud ici. Si on descendait à la cuisine pour boire quelque chose? Mais vous ne comprenez pas que c'est le matériel de Rakapak? Protestai-je. Je ne sais peut-être pas m'en servir aussi bien que lui, mais quand j'aurai compris, nous monterons le numéro le plus fantastique du monde, et je deviendrai un magicien célèbre. Et moi, une célèbre sœur de magicien, déclara Marion en bâillant. Super. Ce chapeau te va très bien, affirma Fred. On peut boire maintenant? Moi j'ai faim, ajouta Marion. Si on mangeait des gâteaux? Attendez. Je venais de sentir quelque chose bouger sous le chapeau. Je le soulevai et... Une tourterelle, s'exclama Fred. Elle s'envole. Ça c'est super, s'enthousiasma Marion, pour une fois sincère. Comment allais-je faire pour remettre cet oiseau dans le haut de forme? Une deuxième en sortit, m'empêchant de répondre à cette question. Une troisième alla se poser sur une vieille lampe, puis une quatrième, une cinquième. Fred éclata de rire. « Tes tours t'échappent complètement? Ce n'est pas drôle, grognai-je. Si on continue comme ça, nous allons avoir de sérieux problèmes, avertit Marion. Il faut trouver un moyen de nous débarrasser de ces volatiles. Le grenier fut bientôt rempli de tourterelles qui n'en finissaient pas de sortir du chapeau. Je savais bien qu'il fallait agir. Mais comment? Il y a peut-être un accessoire qui nous aidera, dis-je en fouillant dans la mallette. Pendant ce temps, des dizaines de balles rouges jaillirent hors du sac noir. Voilà que ça recommence, marmonnai-je en retirant de la mallette un bâton noir à bout blanc. La baguette magique. Pourvu que ça marche, m'exclamai-je. J'espère, dit Marion, sinon on sera obligé de s'enfuir de la maison. Ça marchera, l'interrompis-je. Il le faut. Le grenier était dans un état lamentable. Il y avait des tourterelles et des balles rouges dans tous les coins. Je brandis la baguette. J'ordonne que ça s'arrête. Que tout s'arrête. Ce fut un échec total. Des tourterelles jaillissaient du chapeau et des balles rouges rebondissaient du sac noir. On dirait que la baguette magique est le seul accessoire inutile, plaisanta Fred. Taisez-vous, leur intimai-je. Il faut que je réfléchisse sérieusement. Au secours, s'écria Marion, toute pâle. Une vipère. Son doigt tremblant indiquait la mallette d'où un reptile s'échappait en rampant. Puis, il y en eut un deuxième, et un troisième. Revenus à la vie, les serpents mécaniques recouvrirent le plancher en un instant. Des plumes de tourterelles tombaient du plafond. Le grenier était dans un tel désordre qu'on distinguait à peine le mur du fond. Marion poussa un cri d'horreur lorsqu'un serpent s'enroula autour de sa jambe. « Partons d'ici » hurla-t-elle. Elle ouvrit la porte et se précipita dans l'escalier, suivie de Fred. Je m'emparai de la mallette. J'allais leur emboîter le pas lorsqu'un reptile voulut me rattraper. « Reste là-dedans » ordonnai-je en le repoussant du pied dans le grenier. Je verrouillai la porte derrière moi, dévalai les marches et courus jusqu'au jardin. Dehors, il faisait déjà nuit, et l'air frais du mois de mars me cingla le visage. Marion et Fred m'attendaient. « Des serpents !» s'écria ma sœur en faisant la grimace. « Tim, qu'est-ce qu'on va faire? Quand papa et maman verront l'état du grenier, on sera punis pour des années. »« Pourquoi as-tu emmené cette maudite valise ?» demanda Fred. « C'est dangereux. »« Calmez-vous, répondis-je. Si on reste dehors, on ne craint rien. » En fait, je n'en étais pas aussi sûr, mais il fallait que je sache exactement tout ce que contenait la mallette de Rakapak avant de la lui rendre. « Dépêche-toi alors, Tim » gémit Marion. Quand j'ouvris la mallette, l'explosion nous fit sursauter bien qu'elle fût moins forte que les précédentes. Était-ce à cause du vent? Je saisis la baguette magique. À quoi peut-elle servir? Me demandai-je tout haut. Je la fis tourner lentement en cherchant un nom de magicien qui me conviendrait. Le grand Alfonso? Monsieur Terrifico? Pas si mal. Et Marion? Elle était en train de fouiller dans les accessoires. Super, fit-elle en brandissant une carotte. Ça tombe bien, j'ai envie de crudité. Remets-la. Mais elle est toute fraîche, protesta ma sœur. Miam. Elle ouvrit la bouche, prête à la croquer. Marion, non, ne mange pas ça. Peut-être. Mais elle ne m'écoute jamais. Elle mordit dans le légume à pleines dents.
Un éclair de lumière blanche m'aveugla. Lorsque je pus voir de nouveau, je restais figé sur place. C'était extraordinaire. La carotte tomba dans l'herbe du jardin. Les narines de Marion frétillèrent. Ses cheveux blonds s'éclaircirent. Son nez devint tout rose. De la fourrure et des moustaches poussèrent sur son visage. Elle rapetissa, se couvrant d'un duvet blanc. « Non, c'est impossible, bredouilla Fred. Ta sœur devient un lapin. » Marion s'assit dans l'herbe en agitant ses longues oreilles. Elle me regarda en émettant de petits cris furieux. C'était un de mes vœux, laissai-je échapper, atterré. Et voilà qui s'est réalisé. Quoi ? Demanda Fred en me prenant par les épaules. Ressaisis-toi, mon vieux. Il faut faire quelque chose. Que va-t-il se passer lorsque tes parents rentreront ? Je l'avais menacé de la transformer en lapin, lui expliquai-je, toujours sous le choc. Et maintenant, Marion l'est vraiment. Ma sœur se dressa sur ses pattes postérieures et se mit à gesticuler furieusement. Elle sauta tellement haut qu'elle heurta mon menton avec sa tête. Aïe ! Je vois qu'elle n'a pas oublié son karaté, remarquai-je. Si on regardait dans la mallette, proposa Fred, il y a peut-être un moyen d'inverser le sort. Oui, répondis-je machinalement, les yeux fixés sur le gazon. La carotte. Lorsque Marion en a mangé, elle s'est transformée. Mais si on en mange en tant que lapin, elle redeviendra peut-être une fille. Tu crois ? Demanda Fred en secouant la tête. Il faut essayer, on n'a rien à perdre. Que peut-il lui arriver de pire ? Je plaçai le légume près du museau de Marion. Allez, allez, prends-en une autre bouchée. Elle le regarda et tourna la tête avec dédain. Tu veux que je me fasse punir à cause de toi ? Murmurai-je. Tu veux rester dans cet état juste pour que j'aie des ennuis ? Doucement, Tim, me conseilla Fred. Tu lui fais peur. Les longues oreilles de Marion se dressèrent. Nous avions tous entendu la même chose. Une voiture remontait notre allée. Vite, la suppliai-je. Papa et maman arrivent. Mange, et tu redeviendras la fille que tu étais. Elle me considéra avec méfiance, renifla la carotte avec son petit nez rose. Allez, insistai-je. Elle ouvrit la bouche et croqua. Fred et moi étions paniqués. Il faut que ça marche, il faut que ça marche, répétai-je. Il le faut. Le nez de Marion se mit à frétiller. Ses oreilles se dressèrent pour retomber aussitôt. Rien. Il ne s'était rien passé. Ma sœur était toujours dans le même état. Les voilà, m'écriai-je. Fred, reste avec Marion. Si mes parents te demandent d'où vient ce lapin, dis que c'est celui de ta sœur. Je courus vers l'allée menant à la maison. Une voiture la quittait en marche arrière. Non, ce n'étaient pas nos parents. Quelqu'un avait profité du chemin pour faire demi-tour. Nous l'avions échappé belle. Lorsque je rejoignis Fred, je le trouvai à quatre pattes, fouillant dans la mallette. Marion sautillait comme un kangourou autour de lui, visiblement impatiente. La baguette magique traînait dans l'herbe. Elle va peut-être fonctionner, dis-je avec espoir en la ramassant. Transforme ma sœur en fille. Sans succès. Il doit y avoir une formule, suggéra Fred. Oui, fis-je en la brandissant de nouveau. Baguette magique, petite baguette, transforme Marion en fillette. Elle se mit à vibrer. L'extrémité blanche éclata et un mouchoir en soie blanche surgit. Fantastique, s'exclama Fred. Un tissu bleu suivit, puis un rouge et un jaune. Le vent les emporta avant que je puisse les ramasser. Je me tournai vers ma sœur, ou plutôt vers le lapin. Rien à faire, lui annonçai-je tristement en jetant la baguette sur le gazon. Elle ne fabrique que de stupides mouchoirs. Pour toute réponse, ma sœur essaya de me mordre la jambe. Arrête, lui ordonnai-je. Je veux simplement t'aider. Elle agita son nez, prenant l'air dégoûté. Même en lapin, Marion n'avait pas changé. Il ne restait qu'une solution, la mallette. En fouillant dedans, je remarquai un document qui dépassait de l'un des compartiments intérieurs. Je le dépliai fébrilement. En haut de la feuille était écrit « Instructions ». « Regardez » criai-je, « des instructions. Marion, je vais te rendre ton corps. » Je lus attentivement le texte. Pour utiliser le haut de forme magique. Non, je n'avais pas besoin de ce genre de conseils. « Dépêche-toi, Tim » s'impatienta Fred. Je cherchais vite un paragraphe concernant les lapins. Voilà, j'y suis. La carotte magique. C'est alors qu'un violent coup de vent m'arracha le papier des mains. Non. Impuissant, je le regardais s'envoler
Haut, très haut, hors de portée. Fred, attrape le papier, hurlai-je. Le vent l'emportait au loin. Tandis que je courais, mon ami se lançait aussi à sa poursuite. Ça y est, je l'ai, cria-t-il. Non, la feuille s'éloigna. Fred plongea, mais une autre rafale l'empêcha de s'emparer des précieuses instructions. Mon ami tomba la tête la première dans l'herbe. Vas-y, me dit-il exténué, le papier se dirige vers le petit bois. Le vent s'était calmé un instant, permettant à la feuille d'atterrir sur une plate-bande. Je me précipitai sur le document. Trop tard, la brise l'entraîna encore avant que j'aie pu l'atteindre. Quelle malchance! Là, m'indiqua alors Fred. La feuille se dirigeait vers le petit ruisseau. Elle le survola un instant, puis se posa délicatement sur l'eau boueuse. Vite, il faut la prendre, criai-je, sinon le texte va s'effacer. Je l'ai, affirma Fred, accroupi au bord du fossé. Mais le courant emporta le maudit papier. Il ne nous restait plus qu'à le suivre. Malgré nos efforts, il passa sous la haie des voisins et disparut. Fred et moi, nous nous écroulâmes sur l'herbe, essoufflés. Et voilà, c'est fichu, me lamentai-je. Comment vais-je aider Marion? Ne panique pas, me conseilla Fred en m'aidant à me remettre debout. Ça ne sert à rien. Nous retournâmes auprès de ma sœur. Peut-être avait-elle repris son apparence humaine. Non, elle était toujours un lapin. Elle sautillait. Elle est vraiment nerveuse, fit remarquer Fred. Ne t'inquiète pas, Marion, dis-je à ma sœur. Je vais t'amener chez Rack Kapak. On a largement le temps d'aller le voir avant son spectacle. Je suis certain qu'il acceptera de te changer en fille. Elle frappa mon nez avec une de ses grandes oreilles. À l'évidence, ma proposition ne lui plaisait pas. On se passera de ton accord, décidai-je. Ramassons tout, Fred. Rack Kapak refusera de m'aider si je ne lui rends pas ce qui lui appartient. Nous rangeâmes soigneusement les accessoires dans la mallette. Fred monta sur mon vélo et la posa en équilibre sur le guidon. De mon côté, j'attrapai Marion par la peau du dos. Malgré ses soubresauts furieux, je parvins à l'installer dans le panier de sa bicyclette. Si je ne réussissais pas à la transformer le plus tôt possible, j'allais au-devant de graves ennuis. En route pour le théâtre Saint-Augustin, lançai-je à Fred. Le vent soufflait de plus en plus fort, nous obligeant à pédaler comme des forcenés. Je traversais la ville en m'efforçant de ne penser à rien, mais les paroles de Rack Kapak me revenaient sans cesse en mémoire. Phil vaut rien. Dans ces conditions, accepterait-il de m'aider? Il le doit, pensai-je. D'ailleurs, je vais l'y obliger. Il sera tellement content de retrouver ses affaires. Je ne les lui rendrai que lorsque Marion sera redevenue une fille. Arrivés au parking du bâtiment lugubre, nous nous arrêtâmes devant l'entrée principale. Calme-toi, dis-je à Marion en la prenant dans mes bras. Rappelle-toi que je fais tout ce que je peux pour t'aider. En guise de réponse, elle retroussa ses babines et me montra ses longues dents. C'est ça, vas-y, et tu verras comme c'est drôle de rester un lapin toute sa vie, surtout lorsqu'on déteste la laitue. Elle referma la bouche et remua le museau. Animale aux filles, elle restait une peste. Nous montâmes les marches, angoissés. Les alentours du théâtre étaient curieusement déserts. Il n'y avait pas un seul gardien en vue. Et sous la porte, « Oh non !» m'écriai-je désespéré. « Ce n'est pas vrai !» Une pancarte était suspendue à la poignée. « Fermeture hebdomadaire. »« Ah non !» fis-je en cognant contre la porte. « Cet endroit m'a toujours fait peur, » m'avoua Fred, en déposant la mallette par terre. « On dirait le château de Dracula. »« Filons !»« Pas question, » dis-je, mécontent. Je serrai Marion dans mes bras, essayant de réfléchir. D'accord, le théâtre est fermé. Mais Rack Kapak, lui, est peut-être là, en train de répéter. Voire de dormir. C'est possible, commenta Fred, mais il y a peu de chance. Il faut réussir. Nous n'avons pas le choix, dis-je en essayant d'ouvrir la porte. Elle était solidement verrouillée. Il y a sûrement une autre entrée, suggérai-je. Prends la mallette, Fred. Je descendis les marches du perron 4 à 4 et courus de l'autre côté du château. Mon ami me suivit. La porte de derrière s'ouvrit facilement et nous nous glissâmes à l'intérieur du bâtiment. Nous nous retrouvâmes dans la cuisine, une pièce étroite et bien entretenue, sans éclairage. Une petite fenêtre diffusait juste une vague lumière. Nous pénétrâmes ensuite dans un couloir sombre.
Je n'eus pas de mal à le reconnaître. C'était celui que j'avais emprunté après m'être évadé du sous-sol, lorsque Rak-Kapak m'avait abandonné. Il n'a pas intérêt à me refaire ce coup-là, marmonnai-je. Ou adieu la mallette. Nous avançâmes sur la pointe des pieds. Au fond du corridor se trouvait la loge du magicien. Une pâle lumière filtrait par la porte entr'ouverte. C'est bon signe, pensai-je. Tenant toujours Marion sous le bras, je m'approchai. Pourvu qu'il soit là, me répétai-je. Il doit nous aider. Je m'arrêtai devant le seuil et pris une profonde inspiration. Monsieur Rak-Kapak, vous êtes là? Je n'obtins aucune réponse. Monsieur Rak-Kapak, vous êtes là? Répétai-je. Il n'y a personne, tu vois bien, dit Fred en posant la mallette près de l'entrée. Allons-nous-en. Chut, tais-toi. Je poussai la porte et entrai dans la loge sur la pointe des pieds. Posée sur la coiffeuse, une petite lampe éclairait faiblement la table. Le grand Rak-Kapak était assis sur le divan, les yeux fixés sur le mur. De l'endroit où je me trouvais, je ne pouvais voir que son profil gauche. « Monsieur Kapak ?» demandai-je poliment. « C'est moi, le garçon que vous avez fait disparaître pendant le spectacle. » Le magicien resta immobile et ne daigna même pas tourner la tête. J'en conclus qu'il devait détester le monde entier, et tout particulièrement les enfants. La réussite l'a sans doute rendu prétentieux au point de se montrer incorrect, pensai-je. Si un jour j'ai le même succès, je jure de ne jamais devenir comme lui. Mais pour l'instant, le problème n'était pas là. J'avais besoin de son aide, un point c'est tout. Il n'était pas question que je quitte le théâtre sans l'avoir obtenu. « Monsieur Kapak, insistai-je, désolé de vous déranger, mais j'ai absolument besoin de vous. C'est urgentissime. » Il ne bougea pas d'un millimètre, les yeux toujours fixés sur le mur. « Il doit dormir, » me chuchota Fred à l'oreille. Je m'approchai du divan. « C'est une question de vie ou de mort, vous savez. C'est pour ça que je suis revenu. Sans ça, je n'aurais jamais osé vous déranger. Il faut que vous m'aidiez. » Rak-Kapak restait inerte et silencieux. Ce manque de réaction commençait à m'angoisser sérieusement. Fred, resté près de la porte, semblait prêt à s'enfuir. « Viens ici, lui demandai-je à voix basse. Il me fallait du renfort pour affronter cet homme impressionnant. Je m'approchai du magicien et lui tapotai légèrement l'épaule. Et il tomba sur le côté comme une masse. « Mais, bafouilla Fred, il est... » Le corps du magicien était allongé sur le côté. « Il est mort, » reprit Fred, le visage déformé par la terreur. « Au secours !»« Fred, tu n'y es pas, le rassurai-je. Il n'est pas mort. C'est une marionnette. » Je n'arrivais pas à détacher mes yeux de la poupée qui gisait sur le divan. Je n'y comprenais rien. Je ne pus résister à la tentation de lui toucher la joue. Puis j'essayai de la pincer, histoire d'être certain. Rak-Kapak n'était qu'un pantin de bois. « On l'a pourtant vu à la télé, dit Fred. Ce n'était pas truqué. » Tu sais, la télévision ne montre pas forcément la réalité. Mais moi, j'étais à côté de lui sur scène quand il m'a fait disparaître. Et il était bien vivant. Il y a un mystère là-dessous. Même le plus grand magicien du monde ne peut pas se transformer en marionnette. Fred se décida à l'examiner de près. « C'est évident, conclut-il. C'est une poupée qu'il utilise pour ses numéros. Le véritable Rak a dû quitter le théâtre. » « Tu as peut-être raison. » Marion s'agita alors furieusement dans mes bras. J'essayai de la calmer, mais elle voulut me mordre et j'eus un mal fou à la maîtriser. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda Fred. « Je n'en sais rien, répondis-je, désespéré. Si Rak-Kapak a quitté le théâtre, ça signifie que Marion ne reprendra jamais sa forme humaine. Que vais-je dire aux parents? Qu'elle s'est enfuie. De toute façon, ils ne voudront jamais croire qu'elle s'est transformée en lapin. Pourquoi aurait-elle fait une fugue? Il n'y avait aucune raison. Elle adorait tellement qu'il la chouchoute. Mais notre discussion s'arrêta là. Derrière nous, une voix de basse me glaça le sang. « Que fais-tu ici, petit vaurien? Je t'avais dit de ficher le camp. »« C'est toi qui as parlé, Fred ?» demandai-je, inquiet. Il secoua la tête, les yeux agrandis par la peur. « Veux-tu sortir d'ici ?» grogna la voix. « Et plus vite que ça !»« C'est la marionnette ?» bredouillai-je. « Je ne sais pas, » répondit Fred. « On dirait que ça vient du fond de la pièce. »« Les marionnettes ne parlent pas, » déclara la voix. « Idiot !»
Je me retournai d'un coup. Le lapin de Rakapak était assis tranquillement sur une chaise devant la coiffeuse. « Allez, oust !» ordonna-t-il. « Tim !» chuchota Fred, tout pâle. « C'est le lapin ?» ?»« Bien sûr que c'est moi !» répondit l'animal de sa voix grave. « La marionnette qui gît sur le divan n'est qu'un pantin. C'est moi le magicien. » Nous étions abasourdis. Même Marion semblait ébahie. « Mais c'est impossible !» affirma Fred. Les oreilles de la bête tournèrent sur elles-mêmes. Ses lèvres s'écartèrent, laissant apparaître des crocs démesurément longs, des dents pareilles à celles des vampires. « Quelle preuve vous faut-il, pauvre idiot ?» s'écria-t-il d'un ton méchant. « Ne nous dévorez pas, supplia Fred. « Tu vois bien que je ne suis qu'un lapin, répliqua l'animal, l'œil mauvais. Tu as déjà vu un lapin carnivore ? Alors qui êtes-vous ? Parvins-je à demander. Il ouvrit grand sa bouche et une stupéfiante révélation se fit entendre. Je suis le fabuleux, l'unique, le merveilleux Rak-Kapak. Fred tremblait de tous ses membres. Je tentais de dominer le frisson qui me parcourait le dos. Marion se débattait dans mes bras tant qu'elle pouvait. Mais c'est impossible, articula faiblement mon ami. Pauvre cloche, répliqua le magicien, l'air menaçant. Si je me montre intéressé, pensai-je, il sera peut-être plus aimable. Que vous est-il arrivé pour que vous soyez dans cet état ? Demandai-je, le sourire crispé. Cela remonte à bien longtemps, grogna-t-il. Autrefois, j'avais un rival, un sorcier. Un vrai sorcier ? Ne m'interromps pas quand je parle, rugit-il, furieux, la bave aux lèvres. Tais-toi et écoute. Il sauta de sa chaise et traversa la loge. Qu'allait-il nous faire ? Il se contenta de nous dévisager et s'installa près de la marionnette. Il fallait s'enfuir. Mais, comme si le lapin avait deviné mes pensées, il leva une patte. Aussitôt, la porte claqua. La clé tourna toute seule dans la serrure. D'un geste de la patte, il la fit venir à lui. « Je vais m'occuper de vous, » continua l'affreux personnage, après s'être raclé la gorge. « Mais avant, vous allez écouter mon histoire. Ce sorcier s'appelait Elia. C'était un homme très puissant. Vous n'avez qu'à me regarder, je suis la preuve vivante de ses pouvoirs. » Fred et moi n'osions pas bouger. Marion cessa de remuer. « À cette époque, » poursuivit Rak-Kapak, « j'étais au sommet de ma gloire. J'étais le plus fameux magicien de la Terre. Je passais dans toutes les bonnes émissions de télévision. J'avais des fans par milliers. Tous les vauriens de votre espèce étaient béats d'admiration. »« Pourquoi nous traitez-vous de vauriens ?» hasardai-je. Curieusement, il ne prêta aucune attention à mon intervention et poursuivit son récit. Elia était jaloux de mes tours et de mon succès. Alors que lui travaillait tout seul dans une cave, il savait très bien jeter des sorts, mais il était si laid et sa voix si criarde que le public ne l'aimait pas. Alors, pour se venger, il m'a transformé en lapin. Pourquoi nous révéler tout ça ? Bredouilla Fred. Laissez-nous partir. Non. Le hurlement du lapin était tellement inattendu que nous sursautâmes. Malheureusement, continua-t-il, je ne suis pas assez fort pour vaincre son pouvoir. Comme je ne veux pas arrêter de travailler, j'ai fabriqué cette marionnette qui me ressemble. Ainsi, je peux me produire sur scène, comme avant. Si je comprends bien, c'est vous qui l'a commandé, osa encore intervenir Fred. Exactement, répondit Rak-Kapak en montrant ses dents aiguisées. Mais j'ai toujours fait en sorte de préserver mon secret. Si le public l'avait appris, j'aurais été ruiné. Dommage pour vous que vous l'ayez découvert. Comment ça, dommage ? Bégayai-je, craignant le pire. Parce que je dois vous envoyer dans la 5e dimension. Non, le suppliai-je, je vous en prie. Écoutez, ma sœur est devenue un lapin parce qu'elle a mangé une carotte qui était dans vos affaires. Alors c'est toi, s'écria-t-il au comble de la fureur. C'est toi qui as volé mes accessoires. Oui, avouai-je avec honte, mais nous les avons rapportés. Veuillez m'excuser, monsieur, nous étions venus vous demander de nous aider. Comment ça, vous aider ? Et pourquoi aiderais-je des avortons comme vous ? Demanda-t-il. Marion se remit à gigoter. Il fallait que je me dépêche de demander au magicien de la transformer en fille avant qu'elle ne m'échappe. Eh bien,
répondis-je. Ce serait formidable si vous pouviez lui rendre son corps d'être humain. Ce serait le plus grand tour de magie de votre carrière. Il examina Marion d'un air bienveillant. Pourquoi avait-il changé d'attitude? J'étais inquiet, tendu, suspendu à ses lèvres. Allait-il se laisser tenter par ma proposition? Il s'installa confortablement sur le divan. Puis, il secoua la tête et déclara d'un ton sec: « Je ne vais rien faire pour elle. »« Non, il le faut. Vous ne pouvez pas la laisser comme ça, m'exclamai-je. »« Calme-toi, tonna le lapin magicien. Je ne vais rien faire pour elle, parce que ce n'est pas la peine. L'effet magique se dissipera tout seul. »« Super !» dit Fred en levant le pouce en signe de victoire. « Ça suffit !» hurla Rakapak. « Maintenant je dois m'occuper de vous. Vous en savez trop. »« S'il vous plaît, intervins-je, je vous assure que je suis le seul responsable. » L'affreuse créature me fixa pendant une longue minute angoissante, sans dire un mot. Il semblait m'examiner comme on regarde une marchandise. Après avoir poussé un grognement épouvantable, il se décida enfin à parler. Avait-il lu dans mes pensées? « Eh bien, Vaurien, tu as raison, reconnut-il avec un petit rire. J'accepte que ta sœur et ton ami quittent le théâtre, mais à une condition, que tu m'aides à ranger mes affaires et que tu nettoies ma loge de fond en comble. Si je trouve le moindre grain de poussière, je t'envoie pour toujours dans la 5e dimension. » À ces mots, il leva sa patte et un éclair traversa la pièce. Son avertissement était limpide. « Combien de temps ça prendra pour que ma sœur redevienne comme avant ?» m'inquiétai-je. « Nos parents vont bientôt revenir à la maison. Tout dépend du nombre de bouchées de carottes avalées. Combien en a-t-elle mangé ?» demanda-t-il. « 2 bouchées. Il y a longtemps ? 1 heure environ. Eh bien, elle redeviendra une petite fille dans une demi-heure. » La chance que nous offrait le lapin maudit était unique. Je le sentais. Il fallait que Fred et Marion se dépêchent de partir. « Allez, ordonnai-je à mon ami, tu rentres chez nous avec Marion et je vous rejoins dès que j'ai fini. Si mes parents te posent des questions, tu diras que j'ai été invité par le grand Rakapak. »« Mais, commença-t-il. Ne discute pas, rugit le magicien. Je plaçai Marion dans les bras de Fred. Le lapin leva de nouveau une patte et la clé alla se loger dans la serrure de la porte qui s'ouvrit d'un coup. Aussitôt, Fred sortit en portant Marion qui s'agitait dans tous les sens. Dès qu'ils eurent disparu dans le couloir, le silence s'installa dans la loge. « Tu aimes vraiment les tours de magie ?» me demanda enfin Rakapak d'une voix mielleuse. Mon cœur se mit à battre plus vite. C'était la conversation que j'attendais, un dialogue de magicien à magicien. « Oh, oui, je voudrais vraiment devenir un grand artiste comme vous. Je suis prêt à tout pour ça. »« À tout ? C'est pour ça que tu as si bien réussi dans mon spectacle l'autre soir ? Tu as très bien disparu. » Son ton amical me redonnait confiance. J'en oubliais même son incorrection et son aspect terrifiant. Finalement, il avait dû nous menacer parce que nous avions découvert son secret. Et la punition qu'il m'avait donnée n'était pas si terrible après tout. « Je suis désolé d'avoir pris votre mallette, monsieur, m'excusai-je. C'était stupide. »« Oublions ça. Pousse la marionnette et viens t'asseoir près de moi, dit-il. »« Merci, répondis-je, ravi de la discussion qui se préparait. »« Alors tu aimerais faire partie de mon équipe, lança-t-il après avoir réfléchi un instant. « Cette marionnette est très lourde et ça me fatigue un peu à mon âge. »« Qui ? Moi ? Pour de vrai ? Vous voulez que je rejoigne votre troupe ?» Mon cœur s'emballait. J'étais tellement excité que je me mis debout. « C'est sérieux, monsieur ? Ce n'est pas une blague ?» Il sourit, dégageant ses dents acérées, mais je n'avais plus peur. Il ferma la porte en levant sa patte et annonça: « Essayons toujours, pour voir. » Et voilà comment je suis entré dans l'équipe de Rakapak. Seulement, lorsqu'il me l'a proposé, j'étais si excité que j'ai accepté sans réfléchir. J'aurais mieux fait de lui demander quelques précisions avant de me décider. Soyons clairs, j'adore être sur scène et je raffole des applaudissements. En revanche, j'aime moins qu'on me cache dans un haut de forme noir, et je déteste que Rakapak me saisisse par les 2 oreilles. Ça fait très mal. Parfois, il oublie même de nettoyer ma cage, où je dois rester plusieurs jours de suite. En fait, j'avais mal compris lorsque Rakapak avait affirmé en avoir assez de travailler avec sa marionnette. J'avais cru que j'allais la remplacer. En réalité, le magicien voulait que je le remplace, lui, dans le corps du lapin.
Mais je n'ai pas vraiment à me plaindre. Il me donne souvent de bonnes laitues fraîches et toutes les carottes que je désire. Il m'a aussi attribué un nom de scène. Lapinot. C'est un peu ridicule, mais c'est un joli nom quand même. Enfin, le principal, c'est que j'ai réalisé mon rêve. Je participe tous les soirs à un vrai spectacle. Combien de lapins peuvent en dire autant? À 12 ans. J'ai de la chance, non?